Et bienvenue à tous, c'est le 7e épisode des Media Leaders. On donne la parole pour cette interview long format à une personnalité des médias qui est un leader ou qui a été un leader. Je suis François Kirel, je suis directeur de la rédaction de 100% Médias, The Media Leader, et j'ai le plaisir aujourd'hui de retrouver un amoureux de la radio, puisque c'est Franck Lanoux qui sort le dictionnaire amoureux de la radio. Bonjour Franck. Bonjour François. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Tu sors un bouquin qu'on va parcourir ensemble, un concept bien connu des éditions Plomb qui a fait tout un tas de dictionnaires amoureux. Tu as écrit celui de la radio, mais tu as été surtout un des grands faiseurs du milieu de la radio en France pendant une trentaine d'années. Tu as été un de ceux qui a fait le succès de RMC au collier d'Alain Veil. Tu as travaillé chez Énergie. On va ouvrir le livre de ta vie, de ta carrière. Toi qui as été un passionné de radio, je te demandais tout à l'heure si tu étais journaliste, si tu étais directeur d'antenne, si tu étais animateur, et puis finalement tu m'as donné une définition un peu bâtarde entre les deux, mais la seule chose que tu m'as dit sur la radio, c'est que finalement tu n'avais pas envie de faire d'antenne. J'ai essayé, parce qu'en effet ça paraissait assez naturel, et puis mon patron de l'époque, Patrick Meyer, il avait voulu me proposer de faire de l'antenne, ce qui était assez naturel pour quelqu'un qui était passionné de radio. Et puis moi ça m'amusait pas, je faisais les titres des journaux, donc j'écrivais en fin de compte 7 ou 8 titres, et puis j'étais capable d'en lire 3 ou 4, et puis après je rendais l'antenne. C'était pas vraiment ça qui m'excitait, et puis en fin de compte très vite, j'ai pu devenir l'assistant de Patrick Meyer. Et donc ça m'a beaucoup plus plu parce que j'étais vraiment en connexion avec tous les services de la radio. Et donc ça, c'était vraiment l'alchimie que je trouvais le plus séduisant dans ce métier. Alors t'es né en 62 à Paris, et très rapidement, tu le disais, tu rencontres Patrick Meyer, qui était le grand patron de RFM, qui était la radio de l'époque, qui était l'une des premières radios FM. On est en 82. Tu deviens assistant de rédaction et très rapidement, tu deviens chef d'antenne. Comment on fait pour rencontrer un Patrick Meyer, et comment t'arrives à cet endroit-là chez RFM, qui est la grande radio à l'époque, la radio musicale? C'est le hasard, bien évidemment. J'étais fan de Claude Nougaro, et que je suivais, que j'avais découvert avec Tu verras, on doit être en 78, et donc j'allais le voir en concert régulièrement. J'étais vraiment fan de Claude Nougaro. Et puis un jour, une sœur de ma mère m'appelle et me dit: demain je fête l'anniversaire d'une copine, ça se passe chez Claude Nougaro, qui a une magnifique maison à Montmartre, est-ce que tu veux venir avec moi? Et donc bien évidemment je suis venu avec elle. J'ai sonné au 26 avenue Junot à Paris, à Montmartre, à la porte. C'est Claude Nougaro qui m'a ouvert, donc j'étais incapable de dire autre chose que bonjour. Et puis je me suis fondu dans cette soirée qui était dans une très bel hôtel particulier avec un patio, un grand atelier d'artistes, avenue Junot à Paris. Et puis dans cette soirée, il y avait Patrick Meyer. On est en août 82. Moi, je suis passionné de radio. Quelque part, je suis un super auditeur. J'ai été visiter toutes les radios. J'avais même construit un studio de radio dans ma chambre avec un camarade. Donc, tu passais rue François 1er chez Europe 1, rue Bayard, et tu étais impressionné par tout ça. Absolument. Ouais. Et pourquoi, d'ailleurs? Pourquoi? Parce que je pense on que écoutait la radio à la maison chez les nous, Lanoux. on écoutait beaucoup la radio, absolument. Principalement Europe 1. Il y avait une exception pour France Inter. On écoutait L'Orient Coin le dimanche matin, et puis les interviews de Radioscopie. Non, c'était pas le sujet à l'époque. Mais Radioscopie, c'était un grand moment de radio. Et puis L'Orient Coin dimanche matin. C'est vrai qu'il y avait des grandes familles. On écoupait soit Europe 1, soit RTL, soit France Inter, et c'était vraiment des traditions familiales. Les familles, enfin l'audience était quasi exclusive. Chacun avait ses auditeurs. Et donc, moi, j'écoutais beaucoup la radio. J'avais fait ma radio dans mon placard de la chambre à Versailles. J'avais appelé ma radio Radio Soleil. Et donc, j'étais fan de radio. J'étais piqué. J'allais aux émissions en public. Enfin, bref. Et puis, j'avais bien vu la vague FM naître. Mais bon, à l'époque, j'étais en train de faire des études, 81. Je me suis débarrassé de mon service militaire. Et puis, dans cette soirée, chez Claude Nougaro, fin août 82, il y a Patrick Meyer, qui était identifié comme en effet un peu la figure de proue du secteur. C'est lui qui avait démarré le plus fort l'été 81. Il avait mis un très gros émetteur à Vélizy. Il avait une équipe de vrais professionnels. Et puis, il avait attaqué la publicité. C'est-à-dire il était parti vraiment sur un format, on va dire aujourd'hui, tout à fait classique. Il n'empêche qu'à l'époque, il n'y a pas de haute autorité, il n'y a même pas de loi. Donc tout ça, il y est vraiment à l'explosion d'un phénomène qui était annoncé et qui était successif à l'élection de François Mitterrand. Et donc, bien évidemment, les pouvoirs publics ont laissé faire, même si c'était encore interdit. La loi n'existait pas. C'était un peu Internet aujourd'hui, en fait, à l'époque. C'était un peu comme Internet aujourd'hui, où c'est ultra libéralisé. Et à l'époque, c'est vrai qu'il n'y avait pas de règles.
il n'y a pas de loi, c'est-à-dire que c'est interdit. C'est interdit d'émettre sur le territoire. Et pourtant, les radios le font. Et pourtant, le pouvoir laisse faire. Et il y a des saisies quand même à un moment, quand même. Hein. Tout ça est plutôt avant. Il y a pas la seule vraie saisie qu'il y a à l'époque, c'est précisément RFM. En fin de compte, qui n'est pas saisie. Mais parce que là aussi, le pouvoir socialiste n'a pas envie d'envoyer des cartes de CRS pour aller fermer des studios. Ça n'a pas de sens dans l'esprit, bien évidemment, d'élection d'un président de gauche qui est venu pour libéraliser le secteur. Et donc, la seule chose qu'ils sont capables de faire, et ils vont le faire, ils vont brouiller RFM. Et donc, à l'époque, la radio, elle est brouillée. C'est-à-dire que sur la fréquence d'RFM, 103.3, eh bien, ils vont émettre le même signal, 100.3, pardon, j'ai fait une erreur, c'est historique. Donc c'est 100.3. Ils vont émettre un signal, un bip, qui va donc brouiller la réception. Et donc quand vous êtes autour de Vélizy, dans les Yvelines, ça va à peu près. Mais dès que vous sortez de la zone, eh ben bien évidemment, vous êtes incapable d'écouter RFM. Et le brouillage d'RFM va durer 423 jours. Donc Patrick Meyer, il arrive comme ayant été le seul grand professionnel capable de quitter le secteur pour créer la radio. C'est le seul. Derrière, il va mettre un gros émetteur, des beaux studios, une équipe de professionnels. Il a même Coluche comme animateur au lancement de la radio. Donc ça à l'époque, c'est quand même très, très important. Et il se fait brouiller très rapidement. Et c'est à ce moment-là que moi, je le rencontre. Donc quand je le vois dans cette fête, chez Claude Nougaro, je lui fonce dessus. Je vais lui raconter toutes mes histoires de radio, comment je suis fan de radio, tout ce que je sais, etc. Ça, c'était possible à l'époque. Voilà. Hein. Et on est dans une fête privée. Voilà, donc c'est assez... Les gens sont bienveillants. Ah oui, c'est facile. On n'est pas... J'aurais été dans les coulisses je sais pas quoi, d'un spectacle, ça aurait été pareil. J'aurais été dans la rue, ça aurait été plus compliqué. Mais là, bien évidemment, puis Patrick Meyer est tout seul dans ce coin-là, donc je vais l'embêter. Et puis au bout d'un moment, j'imagine que pour se débarrasser de moi, il m'a dit, venez visiter, ça a l'air de vous intéresser. Donc, bien évidemment, j'ai été visiter RFM. Et puis, à l'époque, il y a une jeune fille qui est là, qui est journaliste, qui s'appelle Valérie Brokis. Et Valérie, elle me dit, qu'est-ce que tu fais, etc. Je dis, écoute, voilà, je suis en train de terminer mon service militaire. La radio, ça me fascine, j'ai envie de faire. Elle me dit, écoute, c'est simple. Soit tu reprends des études, soit t'as l'air de bien connaître Patrick Meyer. Va lui demander un stage, puis t'apprends sur le terrain. J'ai foncé, donc à la fin de ma visite de la radio, j'ai foncé voir Patrick Meyer, je lui ai dit que je voudrais faire un stage. Il m'a dit, pas de problème, vous me rappelez dès que vous avez terminé votre service. Ce que j'ai fait. Et donc, début octobre 82, j'arrive à RFM et il me met comme assistant à la rédaction d'RFM. Patrick Meyer, aujourd'hui, il est disparu. Oui, il a dirigé RFM qu'il a cédé en 88-89, à la fin des années 80. Et il est parti aux États-Unis, il est revenu en France, mais il a plus d'activité dans le secteur. Alors, on va essayer de parler de ce dictionnaire mot de la radio au fil de ta carrière. Tu vas nous parler de tes grandes années chez Énergie. Tu as rencontré avec Alain Veil, de RMC. Tu as été celui qui a permis la relance de RMC. Tu en étais le patron pendant plus de 20 ans. Et puis, à côté, il y a ce dictionnaire amoureux de la radio, puisque tu as quitté le groupe Altis qui a racheté RMC, BFM TV, etc. il y a quelques années. Tu as travaillé sur ce bouquin du dictionnaire amoureux de la radio. Alors, le principe est très simple. Tu as sélectionné des personnalités de la radio, de tous bords, des animateurs, des journalistes, des gens de la technique, des réalisateurs, des jeunes, des vieux, des moyens. Et puis, tu leur as fait choisir un mot. Et derrière, ça a donné 120 mots à peu près. Et chacun a dû écrire sa définition d'un mot. Voilà pour le principe du dictionnaire amoureux de la radio. Patrick Meyer, si tu avais dû lui faire choisir un mot, tu lui aurais fait choisir lequel, à ton avis ? J'avais un mot pour lui, forcément. Ça aurait été pionnier, parce que vraiment, il a été un des tout premiers très forts avant Énergie. Et c'est sûr que ce brouillage lui a empêché de se développer comme il aurait dû l'être. Et dans cette période-là, il faut être très courageux pour créer une société, investir, se lancer avec des professionnels, générer aussi une équipe comme ça, construire une équipe. Et puis derrière, malgré 423 jours de brouillage, il a tenu son équipe, il a tenu son antenne. Et donc ça, c'est un travail extraordinaire. Moi, il m'a apporté beaucoup. Bien sûr, quand j'ai 20 ans, je vais tout apprendre grâce à lui. Et donc oui, pionnier. Et puis en fin de compte, pionnier, ce mot-là, je l'ai donné à un ami, Michel Fleischmann, qui est tchèque, qui est aujourd'hui l'ambassadeur de la République tchèque à Paris, mais avec qui je faisais de la radio il y a 25 ans à Prague, quand je travaillais pour le groupe Lagardère. Et donc c'est Michel qui me raconte, lui, comment, pionnier, il a lancé avec Václav Havel Europe 2 à Prague en 89.
85, c'est assez rapide, hein, mais à cet âge-là, on est très pressé. Là, tu vas participer à la création d'un réseau qui est extrêmement dynamique, aux côtés de Jean-Paul Baudecroux, c'est Énergie, qui et d'ailleurs, ça a été le génie de Jean-Paul Baudecroux, de finalement, plutôt que de se dire, je lance un grand réseau national avec plein d'argent, il est allé racheter des petites radios locales dans des villes, et il s'est dit, je vais construire mon réseau comme ça, apporter le programme national de Énergie. Et toi, tu files à Toulouse, évidemment, en fan de Claude Nougaro, pour t'occuper de l'installation de Énergie là-bas. Tu nous racontes cette période ? C'est le hasard qui me fait aller à Toulouse, mais quand Jean-Paul Baudecroux m'a dit... Alors tu rencontres comment Jean-Paul Baudecroux ? Je lui ai écrit, tout bêtement. Il s'avère que moi j'avais 3 ans d'RFM derrière moi, que Patrick Mayer, RFM, c'était des références. Et donc, quelque part, j'étais quasiment certain d'avoir mon entretien. Et puis, l'été 85, Jean-Paul Baudecroux vient de se séparer de son équipe de patron du réseau. Les 3 personnes qui dirigent... Ça, c'est Jean-Paul Baudecroux. Hein. À un moment, il fait le ménage. Hein. Alors, oui, sauf qu'à l'époque, l'équipe en question était chargée de développer le réseau en franchise. Sauf que quand il franchisait pour le groupe Énergie, il rachetait pour eux à titre personnel. Et donc Jean-Paul Baudecroux a un jour compris la manœuvre, et donc il s'est séparé de son équipe qui rachetait pour eux. Il se rendait compte qu'il n'était pas propriétaire du truc, en fait. Non, ça c'est normal, puisqu'il était parti sur un principe de franchise. Donc la franchise veut que les commerçants soient indépendants. Voilà, et eux, ils s'abonnent au programme de Énergie, ils reversent une partie de leur chiffre d'affaires au réseau. Donc Jean-Paul Baudecroux, il développait son réseau en franchise. Sauf que ses patrons étaient en train de racheter ces radios locales progressivement. Et donc, il a mis tout le monde à la porte. Il a embauché Alain Veil, 24 ans, pour développer le réseau Énergie en filiale. Et c'est là où il va partir, Alain, ville par ville, pour reconstruire le réseau en filiale. Retrouver des radios. Qui étaient partis, et c'est comme ça qu'est né Fun Radio. Fun Radio est né sur une dizaine de radios Énergie qui avaient été subtilisées par cette équipe. Et donc, il a fallu reconstruire Bordeaux, Montpellier, Toulouse, Nancy, Nice, et après, progressivement, tout le réseau. Alain s'occupe de ça, et il s'avère que moi, je vais être un des premiers patrons de filiales, en octobre 85, où Jean-Paul Baudecroux va me présenter Alain Veil comme développeur du réseau, et moi, comme patron pour lancer Énergie à Toulouse. Et c'est comme ça que j'arrive dans la ville de Claude Nougaro, donc c'était un signe sympathique pour moi, diriger Énergie à Toulouse. Elle s'appelait O à l'époque, hein, comme O Toulouse, OH, là-dessus. Donc là, tu deviens patron de Énergie Toulouse et Montpellier. Et là, je vois dans ton CV que tu deviens animateur quand même. Donc tu fais un peu d'antenne. Alors non, c'est très simple. Toujours pareil. T'animes le réseau, t'es pas animateur à l'antenne. Alors, à Énergie, à Toulouse, ça m'est arrivé d'être animateur, je ne parlais pas. Tu faisais un peu d'antenne. J'enchaînais les disques, mais en particulier, je me rappelais toujours de la nuit du réveillon du 31 décembre, donc 85-86, où en effet, personne ne voulait faire l'antenne. À l'époque, il n'y a pas de satellite. Il faut entièrement produire l'antenne. Voilà, il n'y a pas des ordinateurs qui font des programmes automatiques. Il faut qu'il y ait quelqu'un tout le temps. Et moi, j'ai dit, pas grave, personne ne veut le faire, je vais le faire moi. Et donc, j'ai fait la nuit du réveillon de 85-86. Et en effet, quand je remonte à Paris, au bout d'1 an et demi, je deviens animateur du réseau. Mais animateur de réseau, ça ne veut pas dire qu'on est à l'antenne. Ça veut dire que je m'occupais de lancer les radios. Je m'occupais principalement du marketing, de la promotion, de formater les radios au démarrage, et ensuite d'animer le réseau, c'est-à-dire de faire en sorte qu'il y ait de la cohésion sur un réseau qui en plus avait une marque très forte. Donc la cohésion de la marque et du réseau avait du sens. Et donc je m'occupais d'animer le réseau, à l'évidence, hors antenne. La plus belle des radios, c'était il y a eu la plus belle des radios, il y a la plus belle radio après. Et en effet, c'était Énergie, c'était phénoménal. Enfin, moi, quand j'arrive j'ai lancé Énergie Toulouse en octobre. Au mois de mars, Médiamétrie nous met 26,9 d'audience. Donc, c'était un phénomène total. On claquait des doigts. Et à chaque fois, l'arrivée d'Énergie dans une ville était un phénomène garanti d'une audience instantanée. Jean-Paul Baudecroux, il a fait un mot dans le dictionnaire. Je l'ai pas trouvé. J'ai appelé Jean-Paul, et je l'ai eu, on a réussi à échanger, et puis... c'est pas facile de le faire parler, hein. Non, ou de le faire écrire, je sais pas. Mais en tout cas, j'ai pas eu. Tu lui aurais donné quel mot ? Je voulais le décider avec lui. Moi, j'ai une très haute idée de son travail.
de ce qu'il a fait. Il est toujours spectaculaire. Il est toujours à la tête du groupe, et actif encore. Hein. Et surtout, il le contrôle toujours. C'est-à-dire que, j'ai pas de détails, mais une chose qui est sûre, c'est qu'il est chez lui. C'est quand même une très belle performance au bout de 40 ans dans une entreprise de communication comme celle-là, et avec bien sûr un succès extraordinaire, phénoménal. Et je pense que c'est ça que j'aurais été chercher ça. J'avais un mot pour lui. J'aurais voulu qu'il me fasse numéro 1. Parce que déjà, il a été enfanté par Europe numéro 1. C'est vraiment ça qui l'a piqué. C'est vraiment ça qui l'a piqué au virus de la radio. Moi, je me rappelle toujours, une fois, je l'ai accueilli à Europe. Il fallait qu'il emmène son épouse dans les couloirs d'Europe 1 pour lui montrer, etc., où il était. Lui-même, quand jeune, il allait hanter les coulisses d'Europe numéro 1. Et puis, ça a toujours été son obsession d'être numéro 1. C'est un de ses éléments très forts en termes de marketing, d'être numéro 1 sur quelque chose. Radio number 1, c'était le voilà. Claim. Et donc, j'aurais bien aimé raconter ça avec Jean-Paul. Ça n'a pas été possible. S'il y a un tome 2, j'irai faire le siège de sa maison pour absolument obtenir ça de lui. Et d'ailleurs, je m'excuse auprès de tous ceux que j'ai sollicités, que je n'ai pas réussi à convaincre, parce que je pense qu'aujourd'hui, ce dictionnaire amoureux de la radio ressemble un peu à un annuaire. Il y a ceux qui y sont, il y a ceux qui n'y sont pas. Et moi, il y en a. C'est un peu le who's who. Peut-être. Il faudra faire le tome 2. C'est possible pour avoir vraiment la collection complète des gens qui ont compté dans ce secteur. Il m'en manque, dont Jean-Paul. Et quelque part, je suis un peu déçu, mais bon, une prochaine fois. Tu participes au lancement de 2 nouveaux réseaux, alors qui sont un peu basés sur le même système avec des radios indépendantes qui deviennent des filiales. Chérie FM et RR Chanson, ça se passe comment ? C'est Énergie qui à un moment pour se développer, il faut qu'il lance de nouveaux réseaux puisqu'à un moment on est gros et puis à un moment il faut aller plus loin et lancer de nouvelles radios. C'était le développement naturel du groupe et puis ça a correspondu aussi à des rachats de radios, principalement parisiennes, qui avaient commencé aussi à faire un petit réseau, donc successivement. Chérie FM, c'était drôle parce qu'on cherchait un nom pour Chérie FM. Je me rappellerai toujours que Jean-Paul voulait absolument faire un jeu de mots comme il avait trouvé avec Énergie. Ouais. Je me souviens très bien que parmi les hypothèses qu'il avait notées, il y avait KRS pour faire caresse. Et qui trouvait que c'était pas mal. Alors, Énergie veut dire Nouvelle Radio des Jeunes, pour ceux qui ne savent pas d'ailleurs. Oui, mais c'est les 3 lettres. Tout le monde a vu les 3 lettres, et tout le monde sait que ces 3 lettres, c'est un jeu de mots avec l'énergie. Et donc, il cherchait le même type de jeu de mots pour son deuxième réseau adulte, et il avait noté KRS. C'est très drôle, ça fait un peu américain. Et il l'a pas fait, et ça s'est fini en Chérie FM. Et ça s'appelait, alors il y avait le réseau Pacifique aussi. Alors Pacifique, ça a été la fréquence parisienne de Pacifique est devenue Rire et Chanson, et les radios de province qui étaient abonnées à Pacifique, certaines ont rejoint le réseau Chérie FM. Et on a tué la marque Pacifique qui était... Pacifique, c'est une radio Claude Villers qui avait fait ça avec Marc Palin, et donc qui avait eu son succès d'estime, etc. Mais il y avait un phénomène de concentration qui était un peu naturel à l'époque, et donc ils avaient cédé à Jean-Paul Baudecroux. 91, tu vas aller groupe Lagardère. Ça se passe comment ta séparation avec le groupe Énergie ? Alors, je ne vais pas uniquement au groupe Lagardère. Tu deviens consultant. Exact. Donc c'est quoi mon activité ? T'es quoi ? T'es viré de Énergie ? Ça se passe comment ? Non, pas du tout. J'ai donné ma démission à Jean-Paul. Ah ouais, t'as démissionné. Quand je vais dans le bureau de Jean-Paul, j'ai dans une poche un contrat avec Europe et dans l'autre poche un contrat avec RTL. Et donc je suis assez sûr de moi. Je vais donc voir Jean-Paul. Je lui dis écoutez, voilà. Il doit pas aimer Jean-Paul Baudecroux, hein. Quand on arrive en disant on va chez les autres, il aime pas trop se séparer, non, d'après ce que j'entends dire. Hein. En même temps, la démission, il aime bien parce que ça ne coûte rien. et donc, il se dit c'est toujours ça de gagner. Moi, il m'a vu pendant 6-7 ans travailler pour Énergie, développer pour Énergie. Je pense que quelque part, il s'est peut-être même mis à ma place en disant après tout, faut qu'il bouge, ce garçon, c'est logique. Et donc, j'ai eu aucun sujet avec lui ce jour-là. Je lui ai dit clairement que je partais. Il m'a même pas demandé pour où. Et par contre, une chose qui est sûre, c'est que moi, j'allais créer mon entreprise. Et donc, j'allais être indépendant. Et j'allais pouvoir travailler pendant 2 ans et demi. Et pour RTL, et pour Europe. Ce qui était une petite... Une petit exploit. C'est incroyable, même en freelance, c'est comme ça qu'on dirait aujourd'hui, d'arriver à bosser pour 2 gros concurrents. Comment Absolument, c'est possible ? Comment on arrive à garder son indépendance et à convaincre de dire je bosse pour les 2 ? Les 2 se sont parlé, bien évidemment. Ça a duré 2 ans et demi. En fin de compte, j'étais sur 2 territoires différents. J'étais une filiale d'RTL M40. L'ancêtre de RTL 2. Exact. Qui était donc dirigée par Alain Veil. Et sur le plan national, donc la marque, la communication au niveau national. Et puis, de l'autre côté, j'ai des Martin Brisac qui dirigeait le réseau Europe 2.
sur des activités de com, de promotion locale. Et donc Martin Brisac m'avait confié une série de villes, des très grosses villes en France. Et d'autre côté, j'avais Alain Veil qui me faisait travailler sur la communication nationale d'M40. Donc c'était 2 territoires qui ne se recoupaient pas. Et donc ça n'a posé aucun problème, ni à l'un ni à l'autre. Et j'ai réussi à faire ça pendant 2 ans et demi. Le mot local, tu l'as confié à qui? Tu te souviens? Je l'ai confié au patron d'une radio locale qui s'appelle Jacques Héribarin, voilà, qui dirige 100% Radio, qui est à Castres, basé à Castres, qui s'est lancé à Toulouse, que je connais aussi très bien. Jacques Héribarin, qui est un des grands acteurs des Indes radios aussi là-dessus. Pourquoi tu lui as confié ce mot et qu'est-ce qu'il en dit sur le local? Quand vous essayez de construire un dictionnaire, c'est très ambitieux et vous vous dites il me faut quelque chose qui soit complet. C'est-à-dire que il faut que personne vienne me voir en disant il manque ci, il manque ça. Donc vous voyez toutes les dimensions du mot que vous essayez, de la radio en l'occurrence, que vous essayez de définir. Et donc bien évidemment le local, c'est très important. Les radios locales en France, c'est une population qui est extrêmement importante, qui touche beaucoup de gens. Est-ce que c'est pas ça qui va sauver la radio même ? Non, parce qu'on voit d'ailleurs que Énergie a été très malin de continuer à maintenir son réseau local, de radio locale avec des commerciaux en local, des décrochages locaux, alors que les autres, notamment le groupe Lagardère, ont décidé de complètement le démanteler. S'ils pouvaient d'ailleurs s'en sortir, ils le feraient d'ailleurs, puisque je crois que d'ailleurs ils ont été retoqués par l'Arcom quand ils ont voulu fermer un certain nombre de locales. Puis à côté, il y a les Indes radios qui sont assez forts, qui se sont unis avec une 130 radios locales qui ont une régie nationale avec TF1. Aujourd'hui, est-ce que le local, c'est pas finalement ce qu'il faut faire si on veut faire de la radio? Je crois pas. Je crois spontanément, vous avez dit pour sauver la radio. Je pense pas qu'il faut sauver la radio. Mais... Je pense que la radio a des lettres de noblesse qu'elle va conserver. Donc ça, c'est pas tellement pour moi un sujet. Je pense qu'il y a de multiples façons de faire de la radio. J'ai l'impression que quand elle est bonne, quelle que soit la radio, musicale, parlée, nationale, locale, de confession ou généraliste, eh bien, quand on fait de la bonne radio, on fait de l'audience. Donc et qu'elle s'est adaptée au numérique aussi. Voilà. Il y a plein de choses qui jouent aujourd'hui, mais il n'y a qu'une raison de faire fi du progrès, des développements, et même de toutes les potentialités d'un média. Donc voilà, c'est les secteurs des médias, il faut suivre, il faut savoir s'adapter, il faut savoir continuer à alimenter, en fin de compte, un feu, quelque part. Et donc, tant qu'on le fait bien, je pense que tout est possible en radio. Dans le dictionnaire amoureux de la radio, t'as pas mis de nom de radio dans les mots choisis du dictionnaire. Par contre, t'as choisi des lieux. Moi, j'en retiens plusieurs, notamment des adresses mythiques qui n'existent plus puisque les radios en question ont déménagé. Je pense à François Ier, qui était la rue François Ier, la rue. Et c'est pour ça que j'en parle maintenant parce que t'as travaillé pour le groupe Lagardère, parce que ensuite tu vas carrément devenir salarié du groupe Lagardère où tu vas t'occuper de l'époque d'Europe 2. François Ier, tu l'as donné à qui et qu'est-ce qu'il en dit? J'ai appelé Charles Villeneuve. Charles Villeneuve. Charles Villeneuve, pour moi, c'est mythique parce qu'il avait une voix merveilleuse. Il avait toujours des scoops. C'était un journaliste, un grand reporter qui avait vraiment une connaissance du terrain et en particulier du Moyen-Orient extraordinaire. Et donc, pour moi, c'était assez mythique. Donc, j'ai réussi à le rencontrer, le voir, et je lui ai dit, écoutez, voilà, j'ai cette idée en effet dans ce dictionnaire. Donc, je n'ai pas de nom propre parce que sinon c'est un annuaire ou des marques, ça aurait été à l'infini, bien évidemment. Donc, j'ai retiré toute possibilité de nom propre et de marque. Il n'y a pas RMC. Non, il n'y a pas de marque, il n'y a même pas de nom d'émission qui aurait été aussi intéressant de faire. On aurait pu mettre les grosses têtes, par exemple. Tout ça, j'ai évacué. Et par contre, j'ai mis 4 adresses, en effet, de 4 lieux mythiques de la radio en France. Bayard, François Ier, Ronde pour Radio France et Iéna pour Énergie. Et donc, Charles, je lui ai dit, voilà, j'aimerais bien que vous puissiez m'écrire François Ier, que vous me racontiez ce que c'était que la rue François Ier. Et donc, il m'a dit, j'accepte, je le fais, et je vais le faire avec Catherine Ney. Et donc, tous les deux... toujours de la radio. Je les ai réunis, tous les deux. Ils font toujours de la radio, bien évidemment. Et toujours en Europe. Lui aussi, toujours. Et donc, je les ai réunis tous les deux. Et je les ai écoutés, j'ai enregistré. Et ils m'ont parlé un peu des secrets, des coulisses de la rue François Ier. Et donc, j'ai mis ça après à l'écrit. Et puis, tous les deux m'ont dit, OK, c'est bon, voilà. Et donc, François Ier est en effet raconté par Catherine Ney et Charles Villeneuve. On traverse le trottoir quasiment et on arrive rue Bayard. 22 rue Bayard, le siège mythique de RTL, aujourd'hui qui a été démoli, puisque RTL et ses autres radios ont été rachetés par M6 et sont à Neuilly-sur-Seine maintenant. Et là, t'as confié ça à Olivier Mazerolle, évidemment. Mais t'aurais pu confier ça à Philippe Labro aussi. Absolument.
Mais le mot Bayard. Je cherchais mieux pour Philippe parce que Bayard, bon, c'est sûr que c'était mythique. Et il me fallait un acteur important de la rue Bayard. Et Olivier, avec qui j'avais travaillé à BFM TV, était tout à fait bien placé pour ça. Non, pour Philippe, je voulais quelque chose de dominant. Je voulais quelque chose d'important. Et donc, je lui ai proposé de faire directeur. Il a accepté. C'est le directeur. C'est le directeur, pour toujours. C'est le grand patron de RTL. C'est celui qui a réussi à faire face à la vague FM pendant 20 ans. Ce qui n'était pas facile, parce qu'on en a vu d'autres quand même qui se sont pris les pieds dans le tapis, hein. Nous, quand on reprend RMC en 2000, l'audience d'RTL a été divisée par 2, mais celle d'RMC par 6 et celle d'Europe 1 par 3. Donc vraiment, il y a eu une résistance à la vague FM par RTL qui a été spectaculaire. Et c'est d'ailleurs pour ça que ces radios-là, RTL, Europe 1, créent leur réseau FM. On en parlera. Et d'ailleurs, tu vas faire la bonne transition. Là, on est vraiment en radio. T'as jamais fait vraiment de radio, mais finalement t'en fais, puisque la transition, tu me la donnes tout de suite, puisque tu deviens directeur d'Europe 2, qui était finalement le souhait d'Europe 1 de se dire, nous, on va être sur de la FM et on va faire de la radio musicale. Alors, je deviens directeur du réseau. Du réseau. Europe 2, le patron, c'est Martin Brisac. Donc, tu t'occupes des locales. Exact. Exact. Donc là, il s'agit ce sont des filiales aussi, donc il faut les suivre, les encadrer, continuer. Ce que tu sais faire bien. De la formation, de l'animation, etc. Et puis, à besoin, on peut développer à la marge s'il y a encore des villes qui n'ont pas leur fréquence Europe 2. Et ça, c'est une expérience particulière parce que j'étais pas arrivé à l'origine du projet. J'avais pas cette culture de pionnier, ce que j'ai quelque part toujours eu après. Et avant. Et donc ça, c'est particulier. J'arrive dans une boîte qui existait, qui était déjà puissante. Europe 2 était la petite sœur d'Europe 1. Donc j'étais dans un groupe. Et c'était la maison qui m'avait fait rêver enfant, bien évidemment, Europe 1. Mais en même temps, Europe 2 avait déjà sa belle histoire. Et donc je suis arrivé un petit peu entre deux eaux, parce que concours de circonstances, la personne qui m'embauche, Martin Brisac, est parti 2 mois après mon arrivée. Et donc, ça a été plutôt compliqué. Et 2 ans après, il me rappelait pour que je retraverse la rue et que j'aille travailler avec lui à l'international. Là, tu vas avoir une carrière assez intéressante dans le groupe Lagardère, puisque alors là, tu fondes Open, Organisation, Promotion et Network. C'est quoi ? C'est 96. C'est la marque que j'ai trouvée pour labelliser le travail de consultant que je fais. Donc je suis seul, rassurez-vous, ce n'est pas un conglomérat international, mais c'est mon activité personnelle que je fais. Et je suis consultant. J'ai repris mon activité de consultant sous une marque et sous une société que je développe. Mais donc je travaille pour Lagardère, mais je travaillerai pour d'autres. Je travaillais pour M6. Je me suis occupé de développer le concept Graines de Star Tour, qui était le pendant terrain, on va dire, de l'émission à l'époque d'M6. J'ai travaillé pour des Américains, Highwire, j'ai travaillé pour des Anglais, The Unique Broadcasting Company, et j'ai travaillé pour Lagardère, qui m'a beaucoup utilisé à l'international, puisque là, je retrouve Martin Brisac, donc qui a quitté Europe 2 pour l'international, et Martin va m'envoyer beaucoup en Roumanie et en République tchèque. Pour développer la marque Alors il y a toutes les marques, en fin de compte, qui développaient à l'international, et qui sont en général étaient inspirées locales, donc Evropa 2, Frecence Jedna, Radio 21 à Bucarest, et Europa FM en Roumanie, enfin voilà. J'ai été en Hongrie, j'ai été en Turquie, j'ai été en Russie beaucoup aussi. Et donc, je me suis intéressé, en effet, à développer, à lancer ou à restructurer des activités internationales du groupe Lagardère. Je vois pas le mot international dans le bouquin. T'as trouvé personne pour en parler ? J'ai été chercher une consultante américaine bien connue, Valérie Geller. Qui me parle du talk. Tout à fait. Voilà. Qu'on connaît bien, Valérie. Et puis le pionnier, on en parlait tout à l'heure, qui a été écrit par l'ambassadeur de la République tchèque à Paris, Michel Fleischmann. Alors, on est en 2000, c'est une année extrêmement importante puisque tu vas reprendre RMC, qui est une radio qui est en train de mourir, qui fait quasiment plus d'audience, qui a plus d'identité, qui est basée à Monaco mais qui veut être une radio nationale, qui a peu d'émetteurs dans le Nord, qui est très dominant dans le Sud, et tu vas avec Alain Veil reprendre la radio RMC. Alain Veil est chez Énergie. Est-ce que tu peux nous raconter comment ça se passe, pourquoi Alain Veil reprend Énergie et qu'est-ce qui fait que tu rentres dans le projet ? Le 4 juillet 2000,
Énergie annonce avoir racheté RMC. Ils avaient déjà 20% d'RMC. Les 80% appartenaient au laboratoire Fabre, qui en avait le management depuis la privatisation en 98. Pendant 2 ans, ils ont totalement refondé l'entreprise, déménagé. Ils avaient Sud Radio avec. Ils avaient Sud Radio avec. Et puis, au bout de 2 ans, l'audience n'a toujours pas repris. Tout ce qu'ils ont pu développer en termes de format, ça a continué à plonger. Et donc, ils sont au bout de leurs ressources. Et donc, ils vendent à Énergie. Bien évidemment, les sessions de médias dans notre pays, médias audiovisuels, sont soumis à l'accord du CSA à l'époque. Et donc, qui est devenu l'ARCOM. À l'époque, le CSA va dire non, c'est pas possible. Il y a un seuil de concentration dans notre pays. Vous ne pouvez pas en même temps contrôler Énergie, Chérie, Rire et Chanson, Nostalgie et RMC. Vous êtes au-delà du seuil de concentration. Donc Nostalgie, c'était la radio un peu musicale du groupe RMC à l'époque, là-dessus, qui avait été repris par Énergie, c'est ça? Oui, mais dans le groupe Énergie, il y avait déjà Nostalgie. Voilà, juste sur le seuil anti-concentration que tout le monde comprenne, c'est-à-dire que quand on additionne le nombre d'auditeurs potentiels, on n'a pas le droit de dépasser un certain nombre de nombres d'auditeurs, qui est peut-être 300, 400 millions. Et là... 150 millions. 150 millions. Au-delà de 150 millions d'auditeurs potentiels, et à un moment, on n'a plus le droit le même propriétaire peut pas avoir de radio. Exact. Ça évite qu'il y ait, ça permet d'avoir de la diversité. Un seuil de concentration, c'est assez classique, c'est une règle qui est respectée par tout le monde. Et donc, quand on faisait le calcul, bien sûr, il dépassait ce fort. Donc, il fallait trouver une solution. À ma connaissance, Alain Veil et Max Guazzini auraient bien aimé plutôt se séparer de Rire et Chanson ou de Chérie FM. Garder Nostalgie, ça faisait pas descendre suffisamment. Si. Parce que le groupe Énergie avait pas de radio généraliste de talk, c'était que des radios musicales en plus. Oui, mais le format n'a pas de rapport. C'est uniquement la couverture. Non, mais je parle de stratégie. La raison pour laquelle RMC intéressait Jean-Paul Baudecroux, c'est que ça lui permettait d'aller sur un autre terrain de jeu. Preuve que non, puisque il s'en est dessaisi, alors qu'il aurait très bien pu, en effet, comme le souhaitait a priori Max et Alain Veil, se séparer soit de Chérie, soit de Rire et Chanson. Et c'est précisément Jean-Paul qui n'a pas voulu et qui a préféré se séparer d'RMC qu'il avait acheté 2 mois avant. Et pourquoi, à ton avis ? Parce qu'il n'avait pas le choix. On parle de seuil de concentration. Non, mais il n'a pas le choix. Mais pourquoi il décide de se séparer de RMC, de ne pas se séparer d'un de ses autres réseaux ? Alors, à l'époque, il avait exprimé plusieurs idées, à ma connaissance. La première, c'était que c'était ses créations, Chérie FM et Rire et Chanson. On ne vend pas ses bébés. On ne vend pas ses bébés. Après, bien évidemment, prendre une radio de talk et d'information, ça vous fait entrer dans un autre univers que la musique, les animateurs, les DJ, les maisons de disques. Donc, il a dû considérer qu'il y avait une petite prise de risque, finalement, à travailler avec une rédaction, des journalistes. Mais après, ça te donne une influence incroyable quand tu as une radio d'info. C'est pour ça que Patrick Drahi a racheté des chaînes de télé et des radios, que Xavier Niel aussi le fait, que aujourd'hui CMA-CGM rachète des médias. C'est qu'on voit bien quand on a un média, on prend un autre niveau en termes d'influence, en termes d'accès à la classe politique. Je ne suis pas dans la tête de Xavier Niel et des uns et des autres. Donc la seule chose que je sais, c'est que Jean-Paul Baudecroux, lui, il a préféré garder ses bébés, ses radios musicales, plutôt que de développer une radio qui parle, à partir du moment où on lui a contraint, à se séparer d'une radio. Il va donc, au bout de 2 mois, prendre la décision de céder. Et c'est là où Alain Veil, avec l'appui d'un fonds d'investissement, Alpha, va reprendre RMC. Et donc alors, comment tu rentres dans le projet, toi ? Parce que toi, tu bosses pour Lagardère en indépendant. Alain, j'ai jamais quitté Alain, toujours resté en relation amicale. Et donc, il m'appelle un jour, je suis à Bucarest. Il m'appelle, il me dit « Franck, voilà, t'as dû voir qu'on est en train de chercher un repreneur pour RMC. » C'était public, c'était dans les journaux, donc on savait que ça allait être recédé. Il dit « Voilà, je vais le faire, j'ai envie de le faire, avec un fonds d'investissement. Est-ce que tu peux nous rejoindre ?» Et je lui ai dit « avec plaisir, etc. » On s'est mis d'accord assez rapidement, et 1 mois après, c'était fait. Et donc, j'ai pu arrêter mon activité individuelle, personnelle, et j'ai pu rejoindre Alain sur le management d'RMC. Donc, tu deviens salarié, mais tu as aussi des parts dans la boîte. Oui, m'associe au projet, bien évidemment. On est au tout début d'une aventure. Et tu y crois, tu te dis... compliqué RMC, la radio va mal. C'est vrai qu'aujourd'hui, avec du recul, ça a été un succès incroyable, mais à l'époque, moi, mon premier stage, je l'ai fait à RMC en 2002. Vous veniez d'arriver rue d'Oradour-sur-Glane. Il y avait encore des journalistes à Monaco. La radio était en restructuration. J'ai croisé Alain Veil à l'époque. On a dû se croiser d'ailleurs à l'époque. C'était mon premier stage pendant la présidentielle de 2002, mais c'était une start-up. Ça tournait avec des stagiaires et il y avait Jean-Jacques Bourdin.
Avec un peu plus. Un peu plus que ça, quand même. Mais il y avait beaucoup de stagiaires à l'époque parce que la radio n'avait pas d'argent et il fallait redémarrer un peu from scratch, on va dire. Une chose, from scratch, c'est sûr, parce que la situation elle était compliquée. Situation économique. Ensuite, il y avait, comme toujours dans ces moments-là, il y a une bonne énergie. Et nous, on avait cette énergie, on croyait dans ce projet, on avait l'expérience aussi quand même, c'est-à-dire qu'on savait très bien que ce format-là, ce modèle-là n'existait pas en France, donc il y avait un trou, en fin de compte, dans la bande FM qui existait, qui était celle d'une radio de talk, d'information de sport, qui existe ailleurs dans le monde, mais qui n'existait pas en France. Donc on avait la chance, en fin de compte, de pouvoir occuper un créneau qui n'existait pas. Et donc il fallait juste bien le faire. Et donc c'est un peu ça notre feuille de route à l'époque, c'est de voir comment on va être capable de créer ce format en France, ce qui ne paraît vraiment pas impossible. La vraie difficulté à l'époque que l'on a, c'est plutôt la distribution, c'est-à-dire le nombre de fréquences, puisqu'en effet, le réseau d'RMC, et quand on est dans le sud, plus quelques fréquences... Notamment Paris. Notamment Paris, qui pesait quand même pour beaucoup. Voilà, et puis ensuite... mais à Lille ou à Strasbourg, puis à l'époque, il n'y avait pas les smartphones, on pouvait écouter la radio qu'en hertzien. Absolument. Et donc, c'est sûr qu'à l'époque, le truc n'est pas gagné, c'est ça. Mais... il y a de l'énergie, il y a l'envie, il y a ce trou dans la bande FM qu'on a envie d'occuper. Et puis, comme toujours en pareil cas, c'est l'inconscience qui est votre meilleur guide. S'il fallait se rendre compte de tout, je pense qu'on ne l'aurait pas fait. Et en fin de compte, comme on est inconscient et qu'on est en même temps professionnel et qu'on connaît nos produits, nos moyens, eh bien, on y va. Et puis, ça marche. Tu t'occupes de quoi à cette époque-là, 2000, 2001, 2002 ? C'est quoi ton job, en fait ? Moi, je suis directeur délégué du groupe et je m'occupe principalement de l'antenne, du marketing. Et donc, ça sera une fonction de directeur général, puisque bon, à l'époque, dans le groupe, on a qu'RMC, donc c'est quand même Alain qui occupe cette fonction de directeur général, de président directeur général. Donc, il est totalement opérationnel dans tous les compartiments du jeu. Et donc moi, je suis avec lui pour faire les choix et pour entretenir l'équipe au quotidien, animer, suivre, former, construire. On est dans la construction. Et donc c'est mon travail de directeur délégué du groupe en charge de l'antenne et des programmes. Je me souviens d'Alain Veil à l'époque, qui était très présent. Il venait beaucoup, c'était le cas. Après, le succès a été énorme, la boîte a beaucoup grossi. Alain Veil a toujours resté en lien avec ses équipes sur le terrain. Oui, parce que c'est comme ça qu'il est, c'est comme ça qu'il fonctionne. C'est pas le cas de tous les patrons. Non, mais je pense que c'est aussi la raison du succès du groupe. C'est d'abord Alain, parce qu'Alain, c'est sûrement l'une des personnes les plus complètes du secteur. C'est-à-dire qu'avec Alain... Il va falloir que je l'invite. Vous pouvez parler de tout. Vous pouvez parler de technique, de commerce, d'antenne. Vous êtes journaliste, animateur, commercial, technicien. Vous aurez forcément une discussion intéressante avec Alain Veil. Et donc, c'est comme ça qu'il est... C'est aussi un enfant de la radio. C'est quelqu'un qui s'est construit très jeune avec la radio et donc il a une parfaite connaissance du secteur et donc son application elle est énorme. Il est sous le capot avec nous et tout se fait avec Alain Veil. Alors tu lui as donné le mot audience, enfin il a choisi certainement le mot audience. Je vais lire une des définitions, après je vais renvoyer nos auditeurs vers le bouquin pour lire effectivement les définitions du dictionnaire. Le média radio ne vit que de la publicité, c'est le média gratuit par excellence. L'audience est donc la clé de voûte du fonctionnement d'une radio. Sans audience, pas de recette publicitaire, donc pas de chiffre d'affaires. À l'inverse, avec une forte audience, une radio dont les coûts sont essentiellement fixes va réaliser un bon chiffre d'affaires. C'est le début de la définition. Ça m'a étonné que tout de suite, quand on dit audience, ils mettent chiffre d'affaires à côté. C'est naturel quand on fait un média gratuit. Moi, j'aurais pensé, je sais pas, au succès, à l'ego, à plein de choses. Lui, c'est tout de suite le chiffre d'affaires. C'est le cercle vertueux de la radio. C'est-à-dire que la radio est un média principalement gratuit. Et donc, bien évidemment, vous êtes capable de développer un programme, d'enrichir un programme, d'avoir les meilleurs professionnels, si vous êtes capable en même temps de développer et l'audience et le chiffre d'affaires qui va avec. Ça, c'est valable pour le privé, bien évidemment. Le service public a d'autres contingences. Alain, il a vraiment lié l'audience à l'activité commerciale et privée, quelque part. Ce qui veut peut-être dire aussi que le service public n'a pas ces contingences-là, ce qui est, à mon avis, normal. Même si le service public a des grands succès d'audience, c'est pas forcément leur feuille de route principale. Et donc, Alain a lié tout de suite la notion d'audience à la notion de succès
et donc de chiffre d'affaires qui va avec. Alors là, les années deviennent incroyables. 2003-2005, tu deviens directeur général des programmes. Ça, c'est des fonctions directeur général d'RMC. Il y a évidemment, les fonctions bougent au fur et à mesure que l'entreprise grossit. Et puis là, on va sortir un peu de la radio. Vous allez reprendre une petite marque qui est en train de mourir, qui s'appelle BFM. Voilà, je me souviens à l'époque, c'était une radio qui appartenait à la SAGEM, c'est ça ? Alors, très il y a plusieurs actionnaires. Plusieurs actionnaires, mais c'était une radio économique qui voulait, et je vais te laisser la parole après pour me parler de cette marque BFM, comment ça se passe, puisque ça va permettre de créer la première chaîne d'info de France. C'est que c'est une radio qui, au départ, qui était privée, qui voulait faire un France Info privé, qui voulait faire une radio d'info en continu, privée, et ça n'a pas marché parce qu'il n'y a que le service public qui peut avoir les moyens d'avoir une rédaction suffisamment importante pour faire une vraie radio d'information en continu. Vous reprenez cette petite marque BFM, est-ce que tu peux m'en parler ? Alors, je raconte ça un peu différemment. Parce que BFM, ça veut dire Business FM. Et donc, ils sont bel et bien partis à l'origine du projet, donc 10 ans avant qu'on rachète, ils sont partis sur le projet d'une radio de l'économie, de Bloomberg français. Ça va se développer jusqu'à peu près en 2000. Et là, il y a une bulle à l'époque, ce qui fait qu'il y a une très bonne activité commerciale autour de BFM, radio. Et donc, on a l'impression que cette radio va sortir du tunnel, va enfin pouvoir même gagner de l'argent, etc. Et à ce moment-là, les actionnaires décident de changer en fin de compte le format. Et ils veulent en faire une espèce de radio généraliste pour CSP+. Donc un France Info CSP+. Pas vraiment, parce qu'ils vont aller beaucoup plus large. France Info, c'est une radio purement d'information. Là, ils veulent en faire une radio vraiment généraliste. Donc concurrencer à Europe 1. Qui va parler de culture, qui va parler un peu tout, mais pour les CSP++. Donc vraiment quelque chose de très ambitieux. Qui est plutôt intéressant, parce que d'ailleurs les annonceurs, ça les intéresse, hein, les CSP++. Sauf qu'entre-temps, cette radio s'effondre. C'est-à-dire que la bulle, elle va exploser. Donc, on est vraiment au tout début 2000-2001. La bulle va exploser. Donc, il n'y a plus d'introduction en bourse. L'activité commerciale liée c'est au la bulle Internet. Hein. Va s'effondrer. Et donc, ils se retrouvent plutôt dans la difficulté avec beaucoup d'ambition. C'est-à-dire qu'à un moment où ils ont failli sortir de l'ornière, ils ont accéléré. Donc, ils ont plutôt engager encore des sommes plus importantes pour développer la radio, et c'est à ce moment-là que de l'autre côté, ça s'effondre. Et donc, au bout de 2 ans, ils déposent le bilan. C'est-à-dire que c'est un truc, quand je dis 2 ans, c'est peut-être même moins. Ils déposent le bilan, et l'entreprise se retrouve au tribunal de commerce, qui est un truc ahurissant, parce que c'était pas du tout prévu. On avait même imaginé, un peu tout le monde, comme la radio était en régie chez Europe 1, qu'un jour ou l'autre, BFM Radio serait vendue au groupe Europe 1. Eh bien, pas du tout. La radio dépose le bilan et se retrouve au tribunal. Arrivé au tribunal, on est les seuls à faire une proposition, et donc c'est à nous que va être confiée la reprise de BFM Radio en 2002. Et nous, on a à peine sorti RMC de comment ça s'appelle de la difficulté. De la difficulté, on est parti dans une bonne direction, mais on n'y est pas encore complètement. Eh ben, il faut déjà reprendre BFM Radio. Donc c'était un peu compliqué. Donc pas cher, mais il faut quand même des sous pour investir, pour en refaire une radio. Ça va se faire avec un plan sur plusieurs années qui est accepté, etc. On sait quand même très rapidement que beaucoup de synergies sont possibles entre BFM Radio et RMC. Qui sont des formats complètement différents. Oui, mais il y a toute une partie des fonctions support, la régie publicitaire, la direction, la publicité. Enfin bref, tout ça, on est quand même capable de créer des synergies qui font tout de suite d'emblée des économies. Et puis nous, à l'inverse, on va revenir au format d'origine de BFM Radio, c'est-à-dire un format qui est lié à l'économie, au business, et donc on fait le Bloomberg français, donc on revient, on resserre le format, et on s'investit à nouveau sur ce format-là, et c'est ça qui va permettre de créer, en fin de compte, sur BFM Radio, cette communauté de l'économie qui va se retrouver dans cette radio. C'est un succès pub rapidement, puisque que les précédents propriétaires n'avaient pas réussi à faire venir les annonceurs sur une cible CSP+. Vous y arrivez comment On y arrive parce qu'il a fini par avoir une relation un peu incestueuse. C'est les mêmes gens, en fin de compte, qui écoutent la radio, qui sont invités à l'antenne et qui vont acheter la publicité. C'est un peu le modèle de la PQR, en fait. C'est-à-dire, si t'es en photo dans le journal, tu l'achètes. Bah, tout ça, oui, ça peut peut-être se comparer, mais c'est vrai que là, c'est la vraie radio, le média d'une communauté très particulière, au même titre qu'il y a les échos qui fonctionnent sur cette communauté. Eh bien, BFM Radio va se développer exactement sur le même modèle sur la communauté, sur le business, sur l'économie. C'est la radio de l'économie. Il n'y en avait pas, il en faut une, et c'est BFM Radio qui prend cette place-là. T'as confié le mot dans le dictionnaire à mots de la radio, le mot pub à
Franck Tapiro, pourquoi et qu'est-ce qu'il en dit? C'est un publicitaire qui adore la radio. Je crois que ça le démange. Il aurait aimé créer une radio, il aurait aimé être animateur, journaliste, je ne sais pas. Mais c'est un mordu du micro. On le voit d'ailleurs beaucoup plus aujourd'hui dans les médias que dans les concours pour décrocher des campagnes de publicité. Et donc, c'est vraiment quelqu'un que moi, je savais être amoureux du média. Pour moi, c'est le plus important parce que pour faire écrire sur la radio, j'aurais pu trouver beaucoup de publicitaires, etc. Mais Jacques Séguéla, par exemple. Est-ce que Jacques est particulièrement amoureux de la radio? Je sais que il avait inventé la pêche d'Europe 1, donc c'est quelqu'un qui a été concerné par ce secteur-là. Moi, je me rappellerai aussi toujours la première fois où il est venu. C'est une des deux personnes qui m'a dit exactement la même chose en arrivant chez RMC un jour. Il voyait les gens qui couraient partout, les gens il dit c'est dingue, on se croirait Europe 1 dans les années 70. Et donc je sais qu'il avait cette fibre là, mais Franck Tapiro, comme vous savez, est aussi un peu le fils spirituel de Jacques Séguéla. Donc c'est Franck qui a hérité de ce mot-là dans le dictionnaire. Alors après l'immense succès de RMC qu'on connaît, hein, les grandes années où la radio prend des points d'audience, comme on dit dans le secteur, la reprise de BFM Radio qui est un succès, notamment commercial, puisque d'ailleurs BFM Radio n'est même pas dans les sondages Médiamétrie, puisque finalement le modèle économique n'est pas basé sur les sondages d'audience, mais plutôt sur des produits très très spécifiques. Sur l'affinité avec le secteur, absolument. Très bien. D'ailleurs, le mot sondage, le mot sondage, tu l'as confié évidemment, mais c'était vraiment pas une surprise, au patron de Médiamétrie, Yannick Cariou. Pourquoi et qu'est-ce qu'il en dit? C'est intéressant parce que Yannick, moi j'ai participé à son recrutement quand j'étais administrateur de Médiamétrie. Et donc Yannick, il s'est imposé très vite dans ce job. Il a complètement vu de quelle manière on devait renverser la table sur le sujet et le faire avec des acteurs historiques qui s'accrochent aussi, même parfois et souvent à leur histoire. C'est compliqué. Et donc, il est aujourd'hui une espèce de virtuose, capable de séduire le secteur, de faire avancer le secteur. C'est difficile pour lui. Et c'est difficile, mais il le fait de façon absolument remarquable. Et donc, c'est une grande fierté, de savoir qu'il dirige aujourd'hui l'Institut Médiamétrie, qui est une pépite, parce que pour nous, c'est le juge de paix, ça doit être irréprochable, et les conséquences, bien évidemment, du travail de Médiamétrie est exceptionnel sur le chiffre d'affaires de chacune des entreprises de médias. Donc, c'est un institut qu'il faut savoir protéger, qu'il faut savoir accompagner, développer, et savoir qu'il est magnifiquement bien dirigé aujourd'hui, c'est une super satisfaction. Donc moi, je suis ravi qu'Yannick ait accepté de venir dans ce dictionnaire. Il nous parle de sondage et vous allez voir comment il raconte en fin de compte son travail, mais surtout quelle émotion il a, lui, à titre personnel, quand il doit fournir des résultats qui sont pas toujours ceux que les gens attendent. Et bien évidemment, c'est une sanction qui est parfois douloureuse. Et lui, il raconte très bien. Et là, je vous laisse vraiment sa littérature. Je veux pas faire de paraphrase, mais il raconte extrêmement bien ce qu'il ressent et ce qui peut se passer en effet à un moment où vous avez un résultat qui tombe et qui n'est vraiment pas celui attendu par les producteurs. Chez RMC, vous n'avez pas eu ce cas dans les années 2000, puisque ça a toujours monté. Ça a été incroyable. J'ai plus les chiffres en tête. Vous êtes passé de 2 points d'audience. 1,9 à 8,2. 8,2. D'abord, on s'habituait à ce succès-là tous les 2-3 mois quand Médiamétrie publie les sondages d'audience radio, qui s'appelait la 126 000, qui maintenant s'appelle l'IR, pour études d'audience radio. Est-ce qu'on est stressé? On a les chiffres un peu avant, puisqu'on a des tendances, on sait qu'il y a des chiffres en off qui circulent, en tout cas qui sont commandés de façon privée par les radios. C'est un sujet à chaque fois que ça tombe chez RMC, alors qu'on sait qu'on cartonne et qu'à chaque fois on va crever le plafond. Non, les arbres ne grimpent pas jusqu'au ciel, mais j'avais... Vous étiez étonné avec Alain Veil, c'est ça, des chiffres à chaque fois? Je sais qu'on a été nettement au-delà de ce que lui imaginait. Donc ça, pour moi, c'était une satisfaction, parce que dès le départ, on ne sait pas trop là aussi où on va. Il n'y a pas d'histoire, identique dans la radio. Il n'y a pas d'histoire identique dans les médias. C'est-à-dire que donner une deuxième vie à un média, c'est quelque chose qui est rare. Et moi, j'essaie toujours de retrouver l'exemple d'un média en France, d'un journal, d'une télévision, d'une radio, qui a connu un âge d'or, une gloire absolue, qui ensuite était quasi à l'abandon.
et a été capable d'inverser comme ça puissamment la courbe pour redevenir une espèce d'étalon, en tout cas de modèle. Ça n'existe pas dans les médias, et c'est vrai que c'est l'histoire d'RMC. Et donc... D'ailleurs, tu en as écrit un bouquin qui s'appelle La deuxième vie d'RMC. Alors, on doit le trouver que dans chez les bouquinistes maintenant. Certainement. Il date de 2013, mais il est aux éditions du Rocher, ça s'appelle La deuxième vie de RMC. Et j'ai essayé de raconter ça de l'intérieur. Mais rassurez-vous, j'avais toujours Alain sur le dos qui me disait, quand on avait un sondage qui montait un tout petit peu, il me disait, oh là là, ça se ralentit, qu'est-ce qui se passe? Il me faut un plan d'action, il y a un truc qui va pas, on aurait dû monter plus vite. Et puis dès que ça montait très fort, il me disait, oh là là, on s'emballe pas, c'est sûrement un bug, on va être rectifié à la baisse la prochaine fois, donc ne nous emballons pas. Et j'ai fait comme ça, je sais plus, 55 sondages consécutifs en hausse, où quand je montais beaucoup, on me disait ne t'emballe pas, et quand je montais très peu, on me disait attention, ça monte pas très vite. Et donc on est monté comme ça pendant 17 ans, et en effet on était, oui, je pense sage, donc il n'y avait pas d'emballement sur les sujets, sur les sondages. À chaque fois on faisait une fête à l'étage, donc on réunissait toutes les équipes. On fait des trucs très sympas. Je crois que tout le monde a bien apprécié cette période un peu euphorique. Et puis, dans le même temps, il fallait engendrer BFM Radio, BFM TV, RMC Découverte, RMC Story. Mais tout ça s'est fait en même temps, au fur et à mesure. Et il y avait toujours RMC qui montait. Moi, j'ai la chance... Et là, je dois reconnaître que c'est sûrement la statistique qui m'a aidé. Mais mon dernier sondage, c'est-à-dire quand j'ai arrêté d'être directeur général d'RMC, que j'ai donné les clés, mon dernier sondage, qui est donc novembre-décembre 2016, eh ben c'est le meilleur de toute l'histoire d'RMC. C'est mon dernier. Et j'ai la chance ce jour-là de pouvoir rendre la maison en parfait état. Après, tu restes dans la maison puisque tu deviens patron de SFR Média, qui deviendra Altis Média après le rachat d'une partie et ensuite de la totalité de l'entreprise par Patrick Drahi. Alors, on va arrêter de parler de radio un petit peu, on va parler de télé, puisque à un moment, après le succès de RMC, de BFM Radio, vous décidez d'être candidat à une fréquence de la TNT. À l'époque, on le rappelle, on est dans les années 2000, la France est un des pays qui a le moins modernisé son spectre hertzien TV, puisqu'on n'a que des chaînes hertziennes analogiques. On n'a que 6 chaînes. On est un des pays en Europe et dans le monde qui a le moins de chaînes. Et le CSA de l'époque décide de lancer avec le gouvernement, des appels d'offres pour multiplier le nombre de chaînes, augmenter l'offre et puis faire en sorte qu'il y ait un peu plus de diversité dans l'offre en augmentant le nombre de chaînes et en numérisant le spectre hertzien. Comment ça se passe? Pourquoi vous décidez d'y aller? Et pourquoi vous décidez de candidater pour une fréquence pour BFM, qui est une radio économique en fait? Il y a une opportunité, il y a un appel d'offres de la part du CSA. Pour des fréquences. Pour des licences. Donc ça, à l'époque, c'est rare. C'est pas tous les jours qu'un train passe et qu'il faut savoir monter dedans. Alors je vais te couper puisqu'on a eu Claude Cohen, l'ancienne patronne de la régie pub de TF1 Pub qui était là, qui en a parlé. D'ailleurs, je vous invite à écouter le podcast d'un des épisodes précédents des Media Leaders, qui nous parle de ce moment où Patrick Lelay, le patron du groupe TF1, ne croit pas à la TNT, ne veut pas que LCI, sa chaîne info, qui est distribuée par Canal Satellite, passe en gratuit sur la TNT, ne veut pas candidater, s'oppose parce que lui, il veut privilégier son bouquet payant, TPS, etc. C'est dans ce trou de souris que vous rentrez? Ou finalement vous dites, il y a des fréquences, on y va? Il y a des fréquences, on y va. Il s'avère que, pourquoi il y a des fréquences ce jour-là? C'est parce que Patrick Lelay a en effet attaqué sur le fond des dossiers qui étaient mêlés entre le groupe Lagardère et le groupe Canal+. Son objectif, c'est de détruire le projet TNT et surtout de ne pas mettre LCI en gratuit. Alors, pour revenir à ce que je disais à l'instant, il attaque sur le fond 8 dossiers qui sont mêlés entre le groupe Lagardère et le groupe Canal+. Et il a raison. Et donc le CSA est contraint de lancer la TNT avec 8 chaînes en moins. Donc là, on est en mars 2005. Et donc la TNT va démarrer à ce moment-là avec 8 chaînes en moins. Et là, il y a un deuxième appel d'offres pour ces 8 chaînes. Alors, quelque part, on pressent qu'elles vont pouvoir retomber et chez Lagardère et chez Canal+. Il n'empêche que d'un point de vue administratif, légal, le CSA est forcé de refaire un appel d'offres. Et donc, dans cet appel d'offres... C'est cassé devant administratif. On y va. On présente BFM Télé. Et BFM Télé
on a notre modèle de BFM Radio qui est une radio de l'économie, qui est le modèle Bloomberg. Bon, on se dit on doit être capable de faire Bloomberg TV, c'est-à-dire quelque part de bien filmer ce qui se passe sur BFM Radio, d'y rajouter des éléments graphiques et de faire une chaîne de télé qui diffusera l'information économique comme ça existe dans les pays, en Angleterre, en Allemagne et aux États-Unis, bien sûr, principalement. Alors, j'ai lu le bouquin de Guillaume Dubois, qui était le patron de la rédaction de BFM TV, qui était l'un des premiers patrons de BFM TV avec qui tu as bossé, qui a expliqué qu'un jour, comme il l'a fait avec RMC, Alain Veil est parti aux États-Unis, il a écouté, il est allé regarder ce qui se faisait, et il est arrivé avec des cassettes vidéo de CNN, qu'il a ramené auprès de ses équipes. Peut-être que tu étais dedans et peut-être que tu vas vérifier ce que Guillaume Dubois raconte. Il dit, je veux ça. Alors, ça s'est pas passé ça s'est passé comme ça. Comme après. Il avait fait avec RMC, où il s'est dit, je veux un format qui soit un peu inspiré de la mode américaine. Ce que j'étais en train de dire juste avant, c'est que notre projet, c'est de faire BFM TV, c'est-à-dire filmer BFM Radio. Et donc, on propose ça au CSA de faire le Bloomberg français. Et quand le CSA publie la liste des chaînes candidates, on voit une chose énorme, c'est-à-dire que le groupe Canal+, champion du payant, propose que iTélé soit gratuite, mais à l'inverse, TF1, le groupe TF1, champion du gratuit, veut garder LCI en payant. Et là, on se dit, si on gagne, il va y avoir une grande chaîne d'information qui sera donc iTélé, grande chaîne d'information gratuite en TNT, et nous, on fera la chaîne d'information économique. Et là, on se dit... Et LCI restera payante. Et LCI reste payante. Et donc, là, Alain se dit, mais c'est pas possible, c'est un peu dommage même. Dans un grand pays démocratique qui est deux chaînes d'information, ça s'entend parfaitement. Normal qu'il y ait une compétition entre deux chaînes, qu'il y ait le pluralisme qui joue, donc il y a deux chaînes d'information. Et nous, il n'y a aucune raison qu'on limite notre spectre à une chaîne d'information économique. Et donc, avec l'appui du CSA, en l'occurrence à l'époque Dominique Baudis qui est son président, eh bien le projet va évoluer jusqu'à devenir une chaîne d'information, notamment économique. Petite vengeance de Dominique Baudis envers Patrick Lelay, qui n'a pas cru en LCI, parce que ça aurait été idéal que LCI soit une chaîne gratuite. Je ne suis pas dans la tête de Dominique Baudis. Et donc, une chose qui est sûre, c'est que si LCI avait candidaté, LCI était sûr, bien sûr, d'avoir sa chaîne gratuite, et à l'évidence, BFM TV ne serait jamais né. Donc à ce moment-là, vous décidez de repositionner BFM TV, qui devait d'abord être une chaîne économique, donc qui aurait certainement pas eu le succès aujourd'hui, mais qui aurait eu son succès à lui en tout cas. Et vous repositionnez avec l'accord du CSA. Et du coup, on va parler du concept justement. Alors je vais revenir. Je suis peut-être allé un peu vite en besogne dans mon explication. C'est dans ce travail de réflexion qui précède. Mais c'est-à-dire, on s'inspire de quoi quand on lance une chaîne de TV from scratch? On veut pas faire du LCI, on veut pas faire du iTélé. On veut faire quoi en fait? C'est quoi le concept de BFM TV? C'est-à-dire qu'à partir du moment où on avait travaillé sur une évolution du concept, on voulait faire une chaîne d'information générale, on va dire, et on a regardé ce que faisaient les autres. Et en effet, ce qu'on a vu très bien, c'est qu'à l'époque, ni LCI, ni iTélé ne s'étaient inspirés de CNN, qui était bien sûr le modèle évident, le premier modèle mondial de chaîne d'information, ce que les Américains avaient parfaitement travaillé, bien évidemment. En initiant le secteur, ils avaient fait la première idée évidente. C'est-à-dire, c'est le principe du breaking news. C'est-à-dire, il se passe n'importe quoi, on met des gros génériques, une musique à fond la caisse, et on y va et on fait du direct, et on en parle un peu en boucle. Je dirais pas ça du tout comme ça. Non, il peut pas se passer n'importe quoi. Non, quand il se passe quelque chose d'important. Je veux dire, c'est le principe du breaking news, c'est-à-dire. Non, c'est une chaîne d'information continue. Le breaking news, c'est quand il se passe quelque chose d'exceptionnel. Mais il se passe pas quelque chose d'exceptionnel en permanence. Donc vous faites une chaîne d'information, donc vous donnez l'information en permanence avec principalement des images et principalement des directs depuis là où se passe l'information. C'est ça une chaîne d'information continue. Breaking news, c'est quand vous cassez votre antenne parce qu'il y a un événement exceptionnel et vous faites du breaking news. Mais le breaking news permanent, c'est pas possible.
Mais alors, comment on se différencie de LCI Télé, qui sont plus des chaînes où on a des gens autour d'un plateau qui discutent? Exact. Et là, on est plus sur de l'info pure, un peu comme France Info, Pas de radio. l'info pure, justement, c'est du débat. C'est-à-dire que vous avez des journaux, en général à l'heure et à la nuit, et après vous avez des plateaux qui sont plutôt des moments de commentaires et de débat. Donc du coup, Routel Krief fait le lancement et vous avez besoin de ces personnalités-là. Bien sûr, c'est important d'incarner et de donner tout de suite ce crédit à l'information qu'on partage. Et donc, il faut aller chercher des personnalités qui incarnent l'information. Routel Krief et Olivier Mazerolle vont avoir ce rôle-là d'être les grandes personnalités de l'antenne et qui vont tout de suite, d'emblée, incarner le nouveau service d'information qu'on est en train de faire. Avec À la veille et l'équipe, vous savez déjà que BFM TV, ça va être quelque chose qui va marcher, en fait, dans cet univers concurrentiel. Ou est-ce que... Voilà. Est-ce que on se pose pas la question en fait? C'est quoi? Qu'est-ce qu'on ressent? On se pose pas la question. On est au début d'une aventure. On essaie de travailler le mieux possible. Une chose que l'on sait, c'est que LCI reste en payant et donc quelque part va sortir des radars très rapidement avec le développement de la TNT gratuite. Ça c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est que CNews, enfin ITL à l'époque donc, n'a pas un format qui reste un format un peu élitiste, très sur la culture, avec une multitude de rendez-vous, de chroniques, et qu'elle ne fait pas la première idée. Donc c'est un truc très paradoxal, même on est sur un marché avec des produits, et les produits qui existent ne sont pas les produits évidents. Et donc il y a une facilité pour nous, quelque part, à développer la première idée qu'ils auraient dû développer. En l'occurrence, CNews 6 ans avant nous, enfin iTélé 6 ans avant nous, et ensuite LCI 11 ans avant nous. Et ça, c'est un vrai paradoxe, c'est un truc qui est exceptionnel, même sur un marché. Ils auraient dû faire BFM TV avant que nous, on le fasse. Et donc, on n'a pas de certitude parce qu'on est au début d'une affaire et puis l'audience, elle se gagne tous les jours. Hein, une sortie de route est vite arrivée, donc là-dessus, il n'y a aucune certitude. La seule chose que l'on sait, c'est qu'on a une recette qui est efficace et qui a plus qu'à la amener à bien pour qu'elle puisse être un jour une chaîne leader. Mais c'est vrai que le combat va se faire avec iTélé, qui à l'époque n'a pas le format évident. Il y a des stratégies chez Alain Veil que j'ai remarqué, ces petites recettes auxquelles tu as participé, c'est que très rapidement, il met des V1, des V2, des V3 en place, notamment pour BFM, et il augmente les moyens. Ça a été un peu le cas de RMC, c'est-à-dire on démarre petit, on démarre un peu homemade, et puis petit à petit, on franchit des paliers avec des objectifs, et une fois qu'on les a franchis, on remet des moyens, etc., etc. Ça, tu pourrais dire que c'est un peu la recette Alain Veil que t'as aussi mise en œuvre. Non, oui, bien sûr, mais c'est Alain qui est maître de ça. À l'évidence, qu'il faut investir, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas développer une activité quelle qu'elle soit sans qu'il y ait de l'ambition, sans qu'il y ait des besoins qui se développent. Donc là-dessus, vous upgradez régulièrement. Et c'est vrai que pour BFM TV, on a pu profiter des très bons résultats d'RMC, puisque pendant 7 ans, il a fallu que RMC alimente les développements de BFM TV. Le succès commercial en termes de rentrée publicitaire a permis de financer BFM. Bien sûr. C'est ça qui a été possible, ça qui a rendu possible. Et c'est vrai que l'audience allant, progressivement, vous avez une espèce de cercle vertueux qui se dégage. Et en effet, pour gagner l'audience, pour gagner la confiance aussi des Français qui veulent s'informer, eh bien, régulièrement, vous alimentez votre produit, vous développez votre produit. C'est ce qu'on a fait. Ce qui est assez génial aussi, et ça nous ramène à la radio, c'est que finalement, c'est une radio qui a fait de la première chaîne d'info TV de France, puisque c'est elle qui l'a financée, en fait. Absolument, mais après, heureusement, BFM TV vit très bien elle-même toute seule. Mais aujourd'hui, on sait aussi que dans le pôle, c'est la marque RMC qui est la marque leader, c'est-à-dire que les succès commerciaux de RMC... C'est la plus rentable, RMC Story et RMC Découverte, aujourd'hui, c'est le pôle qui est le plus rentable du groupe audiovisuel chez Altice. Tu as fait un vrai duo avec Alain Veil. Duo, tu l'as donné à Maryse Gildas, l'animatrice et femme de Feu Philippe Gildas. Le mot duo, pourquoi avoir choisi ce mot et qu'en dit Maryse Gildas et qu'est-ce que tu en dis de ce mot duo en radio ? C'est très important le duo, parce que souvent on est amené à présenter des émissions à deux, et il y a un secret dans le duo, que quand il n'est pas respecté, c'est l'échec assuré. Dans un duo, chacun doit mettre l'autre en valeur. Et c'est la clé du truc. Si il y en a un qui essaie de tirer un tout petit peu la couverture à lui, l'autre va vouloir faire exactement la même chose, et c'est le début d'une spirale qui mènera à l'échec. Et donc
le duo, il est quand même très fréquent dans l'audiovisuel. On demande souvent à 2 personnes de présenter ensemble une émission, et c'est un petit peu le secret. Chez RMC, on a mis par exemple Marshall Truchot, qui sont 2 garçons de la même génération, les grandes gueules, qui ont su, ça fait maintenant plus de 20 ans qu'ils travaillent ensemble, et donc on a construit ce duo-là. Maryse, elle, ce qu'elle raconte, bien évidemment, c'est ces très grandes rencontres, parce que elle a eu la chance de pouvoir accompagner Bourvil, Coluche, et puis toute une série de grandes personnalités, journalistes d'Europe 1, et puis bien évidemment Philippe Gildas, qui est devenu son époux. Et donc elle raconte justement ce travail à 2, et la façon dont, en effet, on doit être capable de mettre en valeur l'autre, secret, en effet, de la longévité d'un duo. Dans le format d'RMC, on va revenir dessus, il y a 2 choses, moi, qui pourraient résumer RMC. C'est le mot auditeur et le mot direct. Pour moi, c'est les 2 mots qui peuvent, et tu vas me dire si toi aussi tu les aurais choisis. Le mot auditeur, tu l'as donné à Jean-Jacques Bourdin, qui a fait le succès aussi de RMC, à tes côtés, aux côtés d'Alain Veil. Parle-moi un petit peu de Jean-Jacques Bourdin. Comment ça s'est passé ces 20 années? C'est quelqu'un qui avait un fort caractère, quand même. Alors, c'est lui qui a choisi le mot. Donc là-dessus, le mot auditeur. Oui, je l'ai appelé assez rapidement, donc il y avait encore beaucoup de mots qui étaient disponibles. Et bien évidemment, j'avais celui-là dans mes tablettes. Et celui qui spontanément a choisi le mot auditeur. Donc c'est lui qui vraiment... Et ça lui ressemble tellement, parce que c'est vrai que c'est une personnalité de la radio qui n'oublie jamais qu'il fait de la radio pour les auditeurs. Ça paraît bête, et peut-être même que... C'est ça qui a fait le succès d'RMC, c'est qu'on a remis l'auditeur au centre. Alors, c'est un peu bullshit de dire ça, mais c'est pas ça le succès du format d'RMC, pour le résumer? Ça a été notre obsession. C'est-à-dire que nous, on savait qu'il fallait développer une audience, ce qui n'est pas souvent le cas d'une radio qui s'accroche à son audience. C'est très curieux, elle doit principalement nourrir l'existant, alors que nous, il fallait qu'on aille les chercher avec les dents, un par un. Et donc, bien évidemment, il y avait ce souci de l'audience, quel est le résultat du succès d'une formule. Et donc, l'audience est un élément majeur pour nous à ce moment-là. On a la radio qui fait 1,9, quoi. C'est rien du tout, quoi. La radio est moribonde, donc il faut aller chercher les auditeurs un par un. Et donc, ce souci de séduire les auditeurs, c'est majeur. Après... Jean-Jacques est obsédé par ça. Jean-Jacques est obsédé par les résultats, l'audience, les auditeurs. Il sait à qui il parle. Je pense même que secrètement, il parle à quelqu'un en particulier pour toucher comme ça chacun de façon... Il a son personnage, comme on dit en marketing. Il sait à qui il parle et il parle et il leur parle. Et alors du coup, Jean-Jacques Bourdin, il a choisi le mot auditeur, mais toi, ta relation avec Jean-Jacques Bourdin, elle était comment? Parce que Jean-Jacques Bourdin, on le sait, c'est comme beaucoup de ces personnalités-là, ils ont un fort caractère. Ils sont pas faciles à travailler, d'ailleurs. Non, mais c'est mon métier, ça, de travailler avec des gens qui sont à l'antenne, 2, 3, 4 heures à l'antenne pour Jean-Jacques chaque jour. Vous n'avez pas affaire à quelqu'un d'ordinaire, et donc il faut faire avec. Et moi, c'est un truc qui m'a jamais posé de difficulté. Pour moi, le plus important, c'est le résultat à l'antenne, et le plus important, c'est les audiences qu'on va avoir en face. Et donc, quand vous avez mis ça en tête, quand vous-même, vous n'avez pas un ego surdimensionné à défendre, eh bien, vous faites tout pour que ceux qui l'ont, ceux qui ont le courage de prendre l'antenne tous les jours, accessoirement Jean-Jacques, qui se levait tous les matins, qui a été fidèle au rendez-vous pendant près de 20 ans, après l'avoir fait ailleurs pendant près de 20 ans aussi, eh bien, moi, j'ai le respect des gens qui sont quand même capables, comme ça, de s'investir, de prendre l'antenne, d'être quelque part sans filet, en direct, sur scène, tous les jours. Eh bien, j'ai du respect, et donc, quel que soit le caractère, même parfois, si on peut dire comme ça, les sorties de route ou les excès, etc., eh ben, c'est pas un sujet. Le plus important, c'est le résultat à l'antenne. Alors, tu me fais une transition toute faite. On doit faire de la télépathie tous les deux, parce que je voulais te faire parler du mot direct. Donc là, tu me parles du direct. Effectivement, c'est l'essence de la radio, et c'est ce qui fait aujourd'hui encore son succès. Et puis de caractère, puisque tu l'as confié ça à Christophe Ondelat, qui est un caractère de la radio aussi, on le sait. Le direct, c'est sûr que le direct, c'est l'essence de la radio. C'est la chance du média. C'est ce qui différencie d'un Spotify, d'un Deezer, etc. On est très content de faire en ce moment un podcast que les gens pourront écouter exactement quand ils voudront, mais c'est quelque part une excroissance de la radio. La radio, c'est tellement simple à produire, c'est tellement simple à consommer,
que le direct est l'essence essentielle de la radio. Alors bien sûr, une radio musicale, on peut même considérer que ce n'est qu'une radio de podcast qui diffuse des trucs qui ont été enregistrés à la queue leu il y a bien longtemps. Il n'empêche que l'animation, la présence, l'information en direct, le bon mot, tout ce qui est fait en adéquation avec la période, le mois, le jour, l'heure, tout ça, c'est de la radio en direct. C'est ce qu'on aime aussi, c'est-à-dire que le compagnon radio, c'est ce qu'on préfère avoir quelque part le matin dans sa salle de bain, dans sa voiture. Et donc, on doit être et rester fidèle à ça. Et je pense que la radio, si elle a quelque chose de majeur dans son produit, ça va rester le direct. Il y a d'autres façons de faire de la radio qu'en direct, mais c'est ça, bien évidemment, qui doit la garder comme étant un média important, presque structurant de la vie et qui rythme votre vie. Et on voit d'ailleurs qu'il y a 80% de la population qui écoute la radio. Alors ça baisse évidemment, c'est plus compliqué auprès des jeunes, mais c'est un média qui est encore assez stable. Tu as donné à Christophe Ondelat ce mot direct. Quand je parle de caractère, Christophe Ondelat, il le dit lui-même, qu'il n'a pas forcément toujours bon caractère. Pourquoi avoir choisi Christophe Ondelat et pourquoi il a choisi ce mot? Alors Christophe Ondelat, c'est évident, c'est un enfant de la radio, c'est un des maîtres du genre. Il a fait des matinales d'RTL qui ont encore marqué considérablement la radio. Aujourd'hui, il raconte des histoires sur Europe 1. À l'évidence, c'est quelqu'un qui est en amour avec le média, donc c'est quelqu'un qui s'est imposé très vite. T'aurais aimé l'embaucher à RMC? Vous avez discuté. Pourquoi pas, mais vous savez, le plus important quand vous dirigez une radio, c'est de tenir votre bateau en ligne sur un format. Et là, il aurait fallu voir avec Christophe si en effet il aurait été sujet, s'il aurait pu, en fin de compte, rentrer quelque part dans les chaussons d'RMC pour faire ce qu'il avait à faire lui. Et ça, on n'a jamais été confronté à cette discussion-là. Par contre, au moment de faire le dictionnaire, je l'ai appelé très rapidement. J'ai surtout été enchanté parce qu'on ne se connaissait pas, ou très mal. On s'était un peu croisés à BFM TV, mais on se connaissait assez mal. Il a accepté tout de suite. Il a choisi le mot. C'est lui qui a choisi le mot direct. Et il a écrit très vite. C'est-à-dire que c'est un des papiers que j'ai reçus en premier. Très vite. Et j'étais très content de ce qu'il avait écrit parce que il était très critique en fin de compte. Et j'étais tellement content que je l'ai rappelé pour qu'il en fasse plus long. Je lui dis écoute, et il me dit non, j'ai mis tout ce que j'avais envie de mettre et je suis sûr d'un truc, c'est que tu ne le publieras pas car je dis que la radio va mourir, etc. Mais je dis pas du tout. Au contraire, ça c'est très Christophe Ondelat. Au contraire, je voudrais que tu nous expliques ça encore mieux et encore plus. Ce qu'il n'a pas voulu faire, et donc j'ai publié son papier exactement en l'état tel qu'il me l'a envoyé le premier jour. Voilà, je lis le début de la définition. Ce fut longtemps la force de la radio et sa supériorité sur la télévision, la possibilité d'être en direct de partout quand on voulait. Un téléphone suffisait. Parfois, il fallait sonner chez les gens, leur montrer la voiture siglée France Inter, RTL ou Europe 1 pour les rassurer et les supplier de nous laisser accéder à leur combiné, leur tête quand ils nous voyaient le démonter pour y connecter 2 pinces crocodiles connectées à notre magnétophone Nagra. Voilà, ça parle à tous les gens de la radio, le mot Nagra. D'ailleurs, je sais pas si le mot Nagra y est dans le... Non, j'ai pas de marque. Voilà, t'as pas de marque. Je voulais te faire parler du mot tempérament, car on a parlé du tempérament de Jean-Jacques Bourdin, de Christophe Ondelat, de toutes ces grandes personnalités. Et c'est quelqu'un qui s'appelle Laurence Bloch. C'est la ancienne patronne de France Inter, qui est patronne des antennes de Radio France. On en a parlé il y a quelques jours d'ailleurs, parce que elle est un petit peu au milieu du fait que Patrick Cohen, a priori, ne rejoindra pas la matinale de France Info à la rentrée. Moi, je l'ai rencontré, Laurence Bloch, quand je travaillais à la lettre pro de la radio. Elle est une personnalité assez incroyable et je l'ai trouvée tellement sympa. Mais elle a choisi le mot tempérament. Pourquoi? Et est-ce que tu peux nous en parler de Laurence Bloch? C'est elle qui a choisi. Moi, j'étais content de la rencontrer. On s'était croisés plusieurs fois, mais on n'a jamais pris de temps ensemble. Et comme moi, je connaissais assez mal la maison de la radio, j'ai été la rencontrer assez rapidement. T'as jamais bossé à Radio France, toi? Non, jamais. Et donc, j'ai été la rencontrer pour que, bien évidemment, Radio France ait toute sa place dans le dictionnaire et faire un casting qui ait du sens par rapport à l'activité de Radio France, par rapport à la maison de la radio. Et donc, j'ai rencontré, ce qui était une rencontre intéressante parce qu'on parle de la même chose. On parle du bonheur de produire la radio et c'est exactement ce qu'elle aime faire. Et donc, c'est elle qui a choisi ce mot-là, ce tempérament. Et donc, je crois qu'elle a compris, bien évidemment, là encore, l'essence de la radio. C'est-à-dire que même sur des radios musicales, où parfois l'animateur a un peu moins de temps que les autres, et bien en très peu de temps, il doit faire
preuve de sa personnalité, de son tempérament. Il doit imposer, quelque part, marquer pour fidéliser. C'est pas uniquement quelqu'un qui va dire coucou entre deux disques. Il doit être capable d'imprimer encore plus peut-être que quand vous avez une émission complète de talk. Et donc c'est encore plus compliqué pour un animateur qui parle très peu. Et donc le tempérament, il est au centre en fin de compte de cette activité. Dans l'expression journalistique, d'animation, c'est votre tempérament, c'est votre personnalité qui va émerger le plus. Et c'est ça qui fidélise, c'est ça qui accroche. Tout ça se fait sans image, bien évidemment, uniquement par le son de la voix, uniquement parce que votre voix est capable de transparaître de votre culture, de votre énergie, de votre charisme, de votre envie, donc de votre tempérament. Et donc c'est évident que ce mot-là, qu'elle a trouvé toute seule, a toute sa place dans notre dictionnaire de la radio. Il lui convient très bien d'ailleurs, quand on la connaît un petit peu. Elle est très attachante en plus, Laurence Bloch. 2017, Patrick Drahi, qui était le patron de Numéricable, décide, puisqu'il venait de racheter Next Radio TV, qui est le nom du groupe qui possède notamment RMC, BFM TV et toutes ses déclinaisons. Comment ça se passe, l'arrivée de Patrick Drahi? C'était le moment de vendre, on va dire, en tout cas de faire rentrer un industriel, de s'unir à des télécoms. Comment ça s'est passé? Est-ce que tu peux nous en parler? Alain devait mener une réflexion, comme souvent il le fait d'ailleurs assez seul, sur le développement du groupe. Et à l'évidence, on avait ce qui pouvait apparaître comme une difficulté, c'est-à-dire qu'on avait dans le marché de la télévision d'information, des chaînes d'information, l'arrivée de deux concurrents importants, l'occurrence France Télé et le groupe TF1 avec LC. Ces deux chaînes allaient arriver en TNT gratuite. Et donc, nous, on avait fait le travail depuis une dizaine d'années. La place était chaude et donc on voyait arriver deux concurrents qui n'étaient pas du tout annoncés, qui allaient donc rentrer dans ce marché. Donc ça ferait 4 chaînes info. Bah oui, donc c'était à l'évidence compliqué, certainement un excès, c'est-à-dire qu'il y a pas de pays dans le monde où comme ça on est capable de supporter 4 chaînes d'info. Mais bon, celle-là avait quand même des épaules larges, le service public, avec l'argent de la redevance, le groupe TF1 avec ses moyens bien évidemment. Et donc ça crée une difficulté parce que on pouvait craindre en effet que l'audience se divise quelque part et que les ressources avec. Et donc, Alain pouvait craindre à moyen terme une difficulté sur ce qui pesait pour nous comme étant quasiment la moitié du groupe. C'est-à-dire que BFM TV, par ses effectifs, son chiffre d'affaires, son résultat, pesait en gros pour la moitié du groupe. Et donc, il y avait à l'évidence une difficulté qu'il fallait contourner. À l'époque, quand même, le digital commence à bien imprégner les médias. Alors, la presse écrite, déjà, a perdu beaucoup de son influence par tous les sites d'information. Et puis, on commence à voir, par les plateformes, par les applications, que l'audiovisuel va être aussi un petit peu, pas la cible, mais en tout cas va être perturbé dans son activité par une activité digitale qui va être sans fin. C'est-à-dire que jusqu'à présent, l'audiovisuel était régulé, c'est pas par hasard, c'est une autorité de régulation qui régulait une espèce de club de gens qui ont des licences, qui ont des fréquences. Qui respectent un cahier des charges. Donc du coup, il y a une qualité, il y a des contraintes, des quotas, des contraintes, enfin tout ça est quand même très compliqué. Une surveillance globale de ce qu'on se dit sur les antennes. Et là, vous avez le digital qui va arriver avec cette technologie, on ne peut rien y faire et c'est normal, c'est naturel. Et donc, il y a bien évidemment un risque potentiel sur le développement des activités. Et donc, Alain se dit, je dois être le groupe qui va avoir une deuxième vie très liée au digital. Il faut que Next Radio TV, qui est dans, on va dire, en quasi l'ancienne économie, c'est-à-dire le broadcast, radio et télé, Next Radio TV doit franchir cette marche, doit accompagner, en fin de compte, cette évolution technologique. Les tuyaux, ce qu'avait fait Jean-Marie Messier à la première époque de la création de Vivendi, où il voulait associer les contenus et les tuyaux. Et c'était un peu cette grande idée d'Alain Veil avec Patrick Drahi, c'est de se dire on va avoir les infrastructures et en même temps on va produire le contenu, c'est ça? Il fallait en tout cas y réfléchir, parce que la convergence... c'est une notion qui a été en effet trimballée par Jean-Marie Messier certainement trop tôt, puisque les tuyaux n'existaient pas. Et puis on voit bien aussi aujourd'hui que la convergence, elle se fait sans les groupes. C'est-à-dire que vous êtes vous-même capable d'acheter votre téléphone portable tout seul, de choisir chacune des applications tout seul. De faire du direct tout seul. Et d'organiser votre consommation des médias tout seul. Vous n'avez pas besoin d'une entreprise qui va en même temps tout faire pour vous et organiser votre convergence. Vous convergez. C'est l'économie des influenceurs qui sont leurs propres médias
aujourd'hui. Les influenceurs sur les réseaux sociaux aujourd'hui, ils créent leur propre média, ils créent leur contenu, ils créent leur modèle économique, un peu comme ont fait les chaînes de télé et de radio à l'époque. Alors moi, j'étais plutôt en train de regarder la consommation des médias. Vous n'avez pas besoin qu'une entreprise vous fasse la convergence. Vous êtes capable tout seul de choisir votre téléphone, votre provider, votre abonnement telco, et de l'autre côté, les médias que vous voulez vous-même. Et donc, c'est certainement la fausse bonne idée, cette convergence illusoire qu'une seule entreprise est capable de tout faire. Parce que les gens font précisément ce qu'ils veulent. C'est la grande liberté qu'offre aujourd'hui la technologie, le digital. Les gens font exactement ce qu'ils veulent, quand ils veulent et où ils veulent. Et donc, la convergence de mon point de vue, n'était pas la panacée. Par contre, il fallait bel et bien se rapprocher pour mieux appréhender tous ces mécanismes, tous ces nouveaux modes de consommation et de production. Et donc, plutôt que de s'associer avec un grand groupe français de communication, eh bien, la bonne idée était certainement de se rapprocher d'un groupe telco, ce qu'a fait Alain. Et comment ça se passe, du coup, l'arrivée? Alors, du coup, Patrick Drahi prend une participation, c'est ça? L'idée, c'est d'avoir des rapprochements industriels, mais vous restez quand même aux commandes, hein? Alors, là encore, c'est deux choses différentes. La première chose, le rachat de Patrick se fait par une OPA, donc on va sortir, en fin de compte, le groupe de la bourse. Et Alain et Patrick deviennent tous les deux actionnaires du groupe avant que Patrick prenne l'intégralité du capital quelques années plus tard. Et donc, c'est d'abord ça. Ensuite, Alain, bien évidemment, reste aux commandes. Je suis avec lui et tout le staff de Next Radio TV reste aux commandes. Et puis, dans un second temps, c'est un événement important pour l'histoire du groupe, Alain va devenir président d'Altis Europe. C'est-à-dire que, après avoir cédé en partie à Patrick Drahi, avoir sorti l'entreprise du marché, Alain devient président d'Altis Europe. Avec SFR, donc un opérateur télécom, donc une autre dimension. Absolument, Alain prend une autre dimension dans le groupe, et donc quelque part, ça va aussi nous relancer dans le groupe, quelque part. Et moi, je deviens vice-président d'Altis Média, et donc on continue à développer l'activité média, plus d'un point de vue opérationnel, comme moi je l'ai été en dirigeant RMC pendant plusieurs années, mais au niveau du groupe. Et donc, on essaye d'intégrer, en fin de compte, toutes les dimensions du groupe, puisqu'à l'époque, Patrick Drahi a encore un groupe presse important. Et donc, il y a l'activité radio, télé, digital, presse et telco que dirige Alain pour l'Europe. Alors, dans ce groupe, il y a des radios, des télés. Il y a aussi de la presse dedans. Et le mot presse est dans le dictionnaire amoureux de la radio. C'est Yvan Levaille qui en parle. Pourquoi? Et pourquoi avoir choisi d'avoir parlé d'un autre média que de la radio dans ce dictionnaire amoureux? C'était impossible de faire le dictionnaire amoureux de la radio sans Yvan Levaille. Il y a la télé, avec Yves Bigot d'ailleurs aussi, tu pourras en parler. Mais la presse... Là, il y a des relations entre les médias, les relations avec la presse, les relations avec la télévision, bien évidemment, c'est des sujets pour la radio. Mais là encore, je répète, je ne pouvais pas faire ce dictionnaire amoureux de la radio sans Yvan Levaille. Yvan Levaille, c'est un amoureux de la radio. Yvan Levaille, c'est un amour tout court. C'est un type passionné, qui est drôle. Pas trop de repas pendant longtemps, hein. Alors non, pas pendant très longtemps. Il est surtout très connu pour son activité d'antenne. Tout à fait. Puisqu'il a été, il dirigeait la revue de presse sur Europe 1 pendant très longtemps, et ensuite sur France Inter. Après, il a dirigé la Provence dans le Midi. Mais Yvan, c'est la grande voix de la revue de presse, qui est un acte, qui est un produit, un exercice très 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 connu en radio. Et donc, c'était impossible de faire sans lui. Et donc, j'étais trop content, de le rencontrer, d'échanger avec lui, et puis de lui dire, écoute, il y a une relation en effet entre les médias qui m'intéressent. Et donc, dans ce dictionnaire amoureux de la radio, on parle de la relation entre la radio et la presse, la radio et la télévision, et la radio et le digital. Et donc, les trois mots ont été distribués à des personnalités qui analysent, en fin de compte, la relation qu'il y a entre les médias, la radio et ces trois-là. Vous avez inventé quelque chose dans le groupe Next Radio TV qui est devenu Altis, c'est-à-dire que quand on parlait de télé, c'était de la radio filmée et c'était souvent de mauvaise qualité. Il y a eu plein d'initiatives au début, alors la technologie n'était pas là. Les inventeurs, c'était Fun Radio qui avait fait Fun TV à l'époque, mais c'était finalement un peu des webcams dans des studios. Et vous avez créé un truc qui a préservé la radio, son entité, mais en même temps qui a fait un truc
vraiment très qualitatif en termes de télé. Ça s'est fait naturellement, ça, de se dire... parce que le problème de filmer de la radio, on peut cannibaliser le média, en fait. Et vous avez inventé le fait de faire une émission de télé qui est cool et en même temps de garder l'essence de la radio en ayant de la multidiffusion, disons, en démultipliant aussi les points d'audience, tout en ne cannibalisant pas la radio, puisque finalement RMC, qui a été retransmis sur RMC Story, RMC Découverte dans un premier temps, RMC Story, qui étaient des chaînes qui vous appartenaient, n'ont pas cannibalisé les auditeurs. Ça a été quoi votre recette là-dessus ? Alors, c'est un sujet très important, puisque aujourd'hui, les auditeurs, téléspectateurs, internautes veulent systématiquement le son et ou l'image quand ils veulent, où ils veulent. Et donc, vous êtes forcé quelque part de produire le son et l'image en même temps. Et donc, les radios sont contraintes, j'emploie le mot à dessein, de produire une image quand ils produisent de la radio. Alors c'est un risque considérable, puisque la radio, sa chance, c'est précisément l'absence d'image. Ça lui permet de faire plein de choses très simplement, très directement, sans artifice, en direct. Donc avec toutes les facilités qu'offre la technologie du radio, et puis aussi la consommation, puisque autour de nous, en ce moment, il y a une 50aine de radios qui se baladent, on les voit pas, donc c'est une facilité énorme, aussi bien dans la production que dans la consommation. Mais il n'y a rien à faire, la technologie va toujours plus vite que l'homme, et en fin de compte, aujourd'hui, on se doit de produire des images. Donc c'est un risque. Donc il faut savoir quelle image on veut produire. Nous, on était partis sur le principe qu'on voulait produire de la radio et de la télévision en même temps. C'est-à-dire pas de radio filmée. Comment sommes-nous capables de conserver à la radio son spectacle radiophonique, sonore, et en même temps de produire des images qui s'entendent en télévision? Donc c'était notre feuille de route. Et donc, on a scénarisé un petit peu ça. On a commencé par Jean-Jacques Bourdin, le matin, avec l'interview de 8h30, 9h. Jean-Jacques, c'est assez facile, parce que Jean-Jacques, il fait de la radio. La télé l'intéresse pas forcément beaucoup, et donc quand il fait de la télé, il fait de la radio. Et donc il se fiche des caméras, et donc ça n'a rien changé du tout. Donc en même temps qu'on était capable, alors c'était un entretien, comme vous et moi aujourd'hui, on se regarde, on se parle, on s'échange, c'est un entretien en direct, et donc quelque part, la présence de caméra n'est pas vraiment un sujet. Donc il vous faut un bon décor, ça c'est sûr. Il faut se faire maquiller quand même. Hein. Oui, non, et tout ça rentre en ligne de compte, mais il faut admettre que pour cet exercice-là, filmer dans des conditions professionnelles pour la télévision n'est pas un problème. C'est après que ça commence à être un problème. C'est que dès que vous commencez à vouloir générer une image trop parfaite, et bien évidemment, ce qui est normal pour la télévision, on ne va pas faire n'importe quoi, et bien évidemment, il y a des contingences techniques, humaines. Puis il faut illustrer, c'est-à-dire qu'à un moment, à la télé, il faut à un moment mettre de l'image aussi, de toute façon, au-delà de juste quelqu'un qui parle, notamment quand on produit un peu de l'info. Et il y a tout ça, il faut faire attention un petit peu à tout, il faut produire un spectacle qui ait du sens pour la télévision, et donc bien évidemment, le risque, c'est qu'avec le temps, la radio devienne le son de la télévision. Et c'est là où ce qui peut être considéré comme un truc malin de faire de la radio et de la télé en même temps peut finir à être un drame pour la radio. Qu'est-ce qui a fait le succès alors ? C'est ce que Jean-Jacques Bourdin se contrefichait les caméras, donc en fin de compte c'était pas un sujet pour lui. Et donc il faisait de la bonne radio. Il a toujours fait de la radio, il faisait de la bonne radio, c'était pas un problème. Il y avait des caméras, on lui a mis un beau décor, on a essayé de sublimer ça. C'était aussi quand même une tranche d'information le matin, donc l'exercice était jouable. Il est beaucoup plus complexe dans d'autres exercices où il faut faire du plateau, de la radio et de la télévision en même temps, avec des images illustrées. Tout ça est beaucoup plus compliqué. Il y a des limites à ça. Et donc, ça demande beaucoup de travail pour que la radio ne devienne pas uniquement le son de la télévision. C'est la personnalité en radio qui est importante. Un mot que tu as donné à Silviano Marchione, qui est le patron du studio École de France, un de ceux qui produit les animateurs et certains journalistes. Le mot personnalité, en quoi il était important et pourquoi tu as choisi Silviano ? On parlait de tempérament. Silviano, ça me paraissait utile parce que Silviano, lui-même a du tempérament. C'est un éclaireur du secteur. Il tente un truc impossible parce que, bien évidemment, c'est le talent avant tout dans nos métiers. Et donc, les élèves qui arrivent, ils sont pas forcément talentueux. Donc, il faut quand même leur apprendre les rudiments du métier sans pour autant leur inventer un talent qu'ils n'ont pas. Donc, c'est quelque chose qui est compliqué. Mais c'est un métier qui est sorti des quelques studios parisiens
pour pouvoir aller se développer partout en France, il y a des radios partout, tout le temps, il faut des gens qui maîtrisent bien évidemment le média, sans pour autant avoir toujours un très grand talent et une très grande personnalité. Et lui, il a voulu insister là-dessus, parce que justement, son travail, parfois, c'est soit de révéler des personnalités, ce qui est quand même pas le truc évident, soit de faire en sorte que des professionnels naissent sans grande personnalité, sans grand talent. Et pourtant, il maîtrise parfaitement les rudiments du métier, c'est son travail. Et donc, c'est assez drôle, en effet, que lui nous parle, en effet, des personnalités et de l'importance de la personnalité. Et puis, c'est ce qu'on disait tout à l'heure aussi sur le tempérament, c'est ce qui reste souvent. C'est-à-dire qu'il y a de la technique, il y a des mécaniques, il y a des petits trucs qui bidulent pour faire de la bonne radio. Il n'empêche que c'est pas ça qui va rendre la radio excellente. Qui va rendre la radio excellente, c'est le talent, c'est la personnalité, c'est le tempérament. Tu as quitté en 2021 le groupe Altice, en même temps qu'Alain Veil, qui est parti s'occuper de l'Express. Tu l'as vécu comment, ce départ ? C'était prévu, après tant de temps de laisser son bébé aux autres comme tout était possible. C'est dur ? Alors non, c'est pas dur, parce que moi, ça va faire 40 ans que je fais de la radio, ça fait 40 ans. Quelque part, j'ai pas un parcours qui est totalement bordé de pétales de rose, mais il n'empêche que j'ai eu beaucoup de chance et les 20 dernières années ont été exceptionnelles. Et donc, je suis tellement content, presque dire fier un peu du travail qui a été mené par les équipes d'RMC, de BFM pendant toutes ces années, qu'il y a une fin, il y a une fin. On a laissé, je pense, quand même les entreprises au plus haut, après 20 années de développement ininterrompu. Donc c'est un truc qui est un peu rare. Et donc l'avoir fait avec des gens avec qui on est attaché, des gens que je revois, pour moi c'est la fin d'une histoire. Mais bon, quelque part c'était assez naturel. Enfin, on était associés, on avait vendu. Quelque part, ça aurait même pu arriver plus tôt. Ça aurait même dû arriver plus tôt, et que le fait qu'Alain soit nommé président du groupe pour l'Europe, quelque part, ça nous a embarqué encore pour quelques années supplémentaires. Donc tout ça a été écrit, et donc c'est parfaitement normal. Et j'ai été trop gâté jusqu'à présent pour que je me plaigne de quoi que ce soit aujourd'hui. On va terminer, Franck, avec le mot futur. Tu l'as donné à Pierre Bélanger, qui est le patron de Skyrock, fondateur de Skyrock. C'est quoi, toi, ton futur ? Mon futur à moi, c'est l'aventure, parce que je suis, je vais pas paraphraser ce qu'on avait mis en musique pour Jean-Jacques Bourdin, mais c'est vrai que je me sens assez libre. Je suis un enfant. C'est un des mots que tu as choisi, d'ailleurs, je crois. Je suis un enfant de la radio. Je suis tombé dedans quand j'étais petit. 40 ans après, j'ai dirigé la production du dictionnaire amoureux de la radio. Je pense que tout peut s'arrêter maintenant, comme tout peut recommencer ailleurs, autrement. Tu veux rediriger une radio, racheter un média Non, tout est possible. Mais c'est pour ça que je dis que c'est l'aventure, parce que j'ai envie de découvrir quelque chose de neuf, de différent, et que ça se fera naturellement. Là, en ce moment, je suis en train de parfaire la mise en avant de ce dictionnaire qui a réuni 114 contributeurs. Pour moi, c'est une petite pierre angulaire à ma vie professionnelle de la radio. Soit ça m'ouvre autre chose, soit ça me ferme quelque part un chapitre, et donc ça va en ouvrir un autre. Mais tout ça, quelque part, ça me préoccupe pas tellement aujourd'hui. Je préfère être libre, être ouvert, et quelque part, si tout devient possible, ben tant mieux. C'est ce qu'on devrait quelque part tous souhaiter. Moi, je peux pas avoir été plus gâté dans ma vie professionnelle que je l'ai été, et donc c'est ça que j'ai envie de continuer, quelque part, être un peu gâté d'une part, mais aussi être un peu libre. Là encore, j'ai pas un ego surdimensionné, donc j'ai pas de choses à imposer, mais j'aime bien mettre en musique, j'aime bien construire, j'aime bien aussi avoir un petit peu cet esprit pionnier. C'est ce qu'on a fait avec les radios libres, c'est ce qu'on a fait à l'étranger, c'est ce qu'on a fait aussi avec RMC, avec BFM. Être au début d'une histoire, c'est vraiment quelque chose de formidable. Moi, je pense que c'est la chance qu'on doit avoir aussi dans son existence, d'être au début de certaines histoires. Et donc là, je suis au début d'une autre, mais je sais pas laquelle. Voilà, le dictionnaire amoureux de la radio aux éditions Plomb, 114 mots, 114 personnalités. On n'a pas pu parler de tous, matinale de Marc-Olivier Fogiel, la météo à Laurent Cabrol. Il y a Jackie Gallois qui parle, il y a Pascal Praud,
Chacun donne sa définition d'un mot autour de la radio, le mot liberté dont on parle à l'instant avec Yolène Delabigne. Je vois à la lire avec Julie Leclerc. Voilà, ce dictionnaire amoureux de la radio, pour tous les amoureux de la radio et les autres, il faut se le procurer. Merci beaucoup. Merci. Merci à vous. Tu viendras nous reparler peut-être un jour de ta suite. Et on te souhaite le meilleur futur. Merci François, à bientôt.